très heureuse, ravie d'être avec vous ce matin pour la présentation du baromètre Qualitel 2020. Merci à vous tous qui avez pu vous déplacer et merci à ceux qui nous suivent également en live streaming sur le site de Qualitel. Je précise que vous pouvez partager à tout moment vos commentaires sur Twitter avec le hashtag baromètre Qualitel tout attaché sans accent. Et si vous souhaitez dès maintenant vous connecter au Wi-Fi, après c'est promis, j'en aurai fini avec la logistique, c'est sur Cloud Business Center et vous n'avez pas besoin de mot de passe pour vous connecter. Alors, quelle perception les Français ont-ils de leur habitat? C'est toute l'ambition de ce baromètre, car pour pouvoir améliorer l'habitat, encore faut-il comprendre ce qui peut être amélioré, comprendre les attentes, les désirs, les aspirations, et puis bien sûr les usages aussi, car ils évoluent extrêmement rapidement. Plaie du logement, mieux-être, logement connecté, différences territoriales, autant de sujets qui avaient été décryptés pour ceux qui s'en souviennent dans les 3 baromètres précédents. Le thème de cette année, logement à la conquête de l'espace. Le confinement a prouvé à nous tous à quel point l'espace était primordial dans nos vies et au quotidien. C'est Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut Ipsos, qui dans un instant nous présentera les résultats de ce 4e baromètre Qualitel que nous décrypterons, analyserons ensuite avec nos invités. Mais tout de suite, je vous remercie d'accueillir celui qui nous réunit finalement ce matin, le président de Qualitel, que je remercie aussi de sa confiance, monsieur Bertrand Delcambre. Bonjour. Merci Marie, je vais faire comme vous, enlever le masque quelques instants pour déjà vous dire bonjour, bonjour à tous. Je suis même vraiment très heureux de vous voir présents. On avait bien sûr des craintes sur la possibilité d'organiser cette restitution physique. Du coup, on a pris la précaution, on a anticipé pour la première fois de la traiter également en visio, en synchrone. Mais en tout cas, c'est une heureuse surprise et merci, un grand merci à vous d'être venus aujourd'hui physiquement nous voir. Alors, c'est effectivement la présentation des résultats de la 4e édition de ce baromètre Qualitel Ipsos. Déjà la 4e édition, ça passe vite. Je vais tout de suite remercier chaleureusement nos 3 invités de marque qui viennent l'un de loin en plus, qui s'est levé très tôt ce matin pour être parmi nous. Et merci à eux d'avoir accepté de nous faire part de leurs analyses. Et je suis persuadé personnellement que les tables rondes qui vont suivre seront passionnantes. Bien sûr, merci à Brice Teinturier qui est fidèle quasiment chaque année pour nous présenter ces résultats. Alors, Marie l'a rappelé, ce baromètre Qualitel à Ipsos, qui est un rendez-vous annuel maintenant, a comme vocation de s'intéresser à la perception des Français qu'ont les Français de leur habitat. C'est-à-dire qu'en gros, on donne la parole aux Français pour qu'ils s'expriment par rapport à la façon dont ils perçoivent leur habitat. Pourquoi ? Parce qu'on a un objectif, Qualitel, vous le savez bien, c'est la raison fondamentale, c'est d'essayer d'améliorer, de contribuer à améliorer la qualité des logements. Et pour ça, il faut bien sûr comprendre ce qui peut et doit être amélioré du point de vue de leurs habitants, qui sont bien sûr les plus concernés. Le thème de cette année, Marie l'a souligné, la conquête de l'espace. Magnifique titre. Pourquoi ? Parce que, de fait, nous nous sommes intéressés à la façon dont les Français perçoivent et vivent leur espace intérieur. Là, on ne va pas parler de qualité technique, c'est l'espace intérieur, comment il est vécu. Alors pourquoi ce thème justement de l'aménagement intérieur qui, on va le voir tout au long du baromètre, est absolument capital? Alors, tout simplement parce que, et on est tous concernés, le logement, ça se vit principalement de l'intérieur, en maison comme en appartement. Et sonder les Français sur leurs aspirations en matière d'espace ou d'aménagement intérieur, ça nous a paru vraiment nécessaire, car de fait, ce sont des critères essentiels de qualité du logement. Alors il faut noter quand même qu'on avait décidé de traiter ce thème avant de savoir qu'on vivrait tous 55 jours de confinement général. Mais
Les circonstances ont fait que l'étude a été réalisée justement pendant le confinement. Ce qui était une période un peu particulière, bien sûr, mais ça nous a permis de prendre le pouls de la société à un moment où les Français, de fait, étaient confrontés plus que jamais à la fois aux atouts, mais aussi aux insuffisances de leur domicile. Voilà les raisons. Et sans plus attendre, je vous propose de passer à la restitution des résultats, qui, comme vous allez le voir, nous invite encore un peu plus cette année à une réflexion sur l'habitat de demain. Soyez rassurés, mais pas à prendre de notes, sauf si vous vous y tenez vraiment. On vous distribuera, à l'issue de la séance, la brochure de présentation de ces résultats. Merci de votre attention. Merci beaucoup Bertrand Delcambre. Nous passons donc à la présentation du baromètre Qualitel 2020. Merci d'accueillir le directeur général délégué de l'Institut Ipsos, Brice Teinturier. Bonjour Brice, je suis ravie de te retrouver à cette occasion. Alors je vous laisse le soin, oui je fais semblant je dis tu, vous, bon en réalité on se connaît depuis le siècle dernier, donc présenter la première partie des résultats de ce baromètre Qualitel 2020. Nous allons procéder en deux temps. Première partie des résultats, ensuite première table ronde pour analyser et les décrypter, et puis on fera comme ça aussi au fur et à mesure. Logement à la conquête de l'espace. Brice, c'est à vous. Merci Marie, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, même avec des masques. Je vais l'enlever uniquement à cette place et pour cette présentation. Je suis un chaud partisan du port du masque en termes de responsabilité pour chacun d'entre nous. Alors je suis très content d'être là parce que ce baromètre, vous l'avez souligné, est quand même un outil exceptionnel. Exceptionnel par sa régularité, exceptionnel aussi par la taille de l'échantillon. On le voit tout de suite ici, on a interrogé plus de 2600 personnes représentatives de la population française. Et du coup, on a une capacité d'analyse pour aller de manière assez profonde sur des tris d'ordre 2, qui est tout à fait utile, vous allez le voir, je l'espère. Et puis exceptionnel parce que le thème de cette année est particulièrement intéressant. Je vous rappelle également un petit élément que vous allez retrouver dans la présentation que je vais vous faire autour du Qualiscore. Le Qualiscore, c'est un indice que nous avons constitué et qui est un indice composite qui fait une sorte de synthèse de toute une série d'indicateurs propres au logement et qui permet du coup de synthétiser ces différents critères que vous avez là. Il y a 17 critères que nous utilisons pour ensuite qualifier le logement des Français tel qu'ils le vivent et puis dans la réalité. C'est un indice qu'on va retrouver et qui est important. Alors Marie l'annonçait, on est vraiment sur la thématique de l'espace et un des premiers enseignements, bien évidemment, c'est de voir combien le confinement a été un révélateur du besoin d'espace des Français. Je dis bien un révélateur, le besoin d'espace, et on va le voir aussi, est d'extérieur au confinement. Il lui préexistait, il est encore là, mais le confinement a été un accélérateur de ce besoin d'espace. Alors, vous le voyez sur ce graphe qui est tout à fait parlant, il y a clairement un lien entre la surface du logement et la façon dont on a vécu le confinement. 12% de ceux qui habitaient dans des studios considèrent que leur logement était tout à fait adapté au confinement, proportion qui monte à 77% quand on habitait un espace, maison ou appartement, qui était de plus de 120 mètres carrés. Donc le lien est clair, il est évident, vous pouvez s'en douter, mais malgré tout, il est totalement démontré ici. Et puis, pour aller dans ce sens aussi, sachez que 94% de ceux qui habitaient un logement ayant un accès à l'extérieur, eh bien à ce moment-là, vivaient bien le confinement. Donc la relation à l'espace est évidemment quelque chose d'extrêmement structurant et qui a beaucoup pesé dans le vécu du confinement. Alors on le voit également sur ce graphe, les populations pour lesquels il y a eu de grands moments de tension, et il y en a eu durant cette période du confinement, sont prioritairement celles qui manquent d'espace. Donc les foyers qui avaient des bébés à la maison, là 47% nous disent qu'il y a eu des moments de tension à la maison. Je voudrais insister là-dessus, ce n'est pas rien quand même. Un foyer sur deux de ces foyers qui ont des bébés qui nous disent « j'ai vécu ce confinement de 55 jours avec des moments de tension », ça montre qu'on n'a pas été dans un long fleuve tranquille et que ça peut laisser également des traces. Mais c'est vrai aussi pour les jeunes, pour ceux qui ont moins de 35 ans, là c'est 1 sur 2 qui nous dit qu'il y a eu des moments de tension durant ce confinement. Et quand vous regardez à l'inverse les habitants des zones rurales, là on a une proportion qui quand même baisse substantiellement.
Et on évoquera les fractures générationnelles, on les évoque là à l'instant déjà sur ce rapport à l'espace et ce rapport au confinement. Elles font suite à des fractures, ou elles sont aussi liées à des fractures territoriales qu'on avait déjà vues l'année dernière et qu'on retrouve dans cette édition. Alors du coup, et c'est une conséquence évidente, le confinement a laissé des traces sur le rapport au logement des Français et a donné plus envie à 22% de la population de déménager. Là aussi, ce n'est pas rien, hein. Il y a de toute façon structurellement une partie des Français qui a tous les ans envie de déménager. Mais la question posée, c'était bien, est-ce que le confinement vous a donné envie de déménager? Et donc, on a un Français sur 5 qui nous dit, oui, ce confinement a créé quelque chose dans mon envie de mobilité, dans mon envie de déménagement. Et vous retrouvez, là encore, un certain nombre d'indicateurs assez clairs. Ceux qui habitent dans des studios, eh bien, sont à 47%, ont à 47% éprouvé ce besoin de déménager. Toujours les foyers avec bébé, les plus jeunes, les moins de 35 ans, alors qu'à l'inverse, cette proportion tombe, vous le voyez ici, à 15% seulement chez ceux qui habitent les zones rurales, où là, il n'y avait pas un besoin aussi intense de déménagement. L'autre point, je crois, à souligner, c'est pour ça que je m'étais permis de vous rappeler ce qu'est le Qualitel, c'est que nous avons également un lien très très clair entre la qualité du logement, donc le Qualiscore, et cette envie de déménager. On est à 6,8 le Qualiscore en moyenne sur l'ensemble de la population, mais vous voyez également combien il y a des écarts. On est à 5,9 seulement pour le Qualiscore chez les habitants de studio, ce qui contraste furieusement, j'ai envie de dire, avec le 7,1 de ceux qui habitent dans des zones rurales. Donc là aussi, le lien entre la qualité du logement dans lequel on est et l'envie de déménager est totalement avéré. Et je crois que c'est un point évidemment à avoir à l'esprit tout au long de cette présentation. Alors, une fois qu'on a évoqué ce rapport au confinement, comment il a été vécu et comment il peut être lié à l'espace, il faut bien voir que le manque d'espace n'est pas uniquement dû au confinement et qu'il correspond à une grande frustration chez les Français qui va au-delà de la simple période que nous avons vécue. C'est quelque chose qui habite les Français au quotidien. D'abord, les jeunes et les familles, donc on retrouve des fractures profondes ici. Les jeunes et les familles sont les premières victimes de ce besoin d'espace. On a créé avec Qualitel cet indicateur de frustration finalement spatiale. Et je trouve que le graphe que vous avez là est particulièrement parlant. On a des disparités extrêmement fortes et suivant l'âge, donc des disparités, des fractures générationnelles entre la surface idéale de son logement et sa surface réelle. Vous le voyez, quand on est entre 25 et 34 ans, il y a un écart de 20 mètres carrés entre la surface idéale, celle qu'on souhaiterait pour son logement, et la surface réelle. Et cet écart va en s'amenuisant, mais finalement très lentement quand même. Et il faut, j'ai envie de dire, pratiquement toute une vie pour arriver à plus de 60 ans à ce que ces deux courbes se rejoignent et que, enfin, cette frustration entre la différence de l'espace réel et de l'espace souhaité se résorbe, c'est-à-dire le moment où, en général, on n'a plus ses enfants à la maison, où on a pu acquérir un logement plus important. Et donc, la fracture générationnelle ici est tout à fait patente. Et cette lente réduction, eh bien, c'est un des enjeux majeurs et ça va bien au-delà de la seule période du confinement. Il y a une frustration, donc, spatiale. On peut le relire d'une autre façon à travers le nombre de mètres carrés par personne. Vous voyez qu'entre 25 et 34 ans, et surtout quand on a moins de 44 ans, on est dans un nombre de mètres carrés par personne de l'ordre de 39 ou de 37 mètres carrés. Et puis cela croît régulièrement. Et ce n'est surtout qu'à 60 ans et plus qu'on arrive à 64 mètres carrés par personne, c'est-à-dire un rapport quasiment de 1 à 2 entre le rapport le plus bas et le rapport le plus haut. Donc là aussi, beaucoup de temps pour résorber cette frustration existante au niveau de l'espace disponible dans son logement, qui est un élément absolument central du rapport des Français à leur logement. Alors, la conséquence de cela, c'est évidemment le besoin d'avoir une pièce en plus. Et ce besoin, il est fortement exprimé. Vous le voyez ici, 65% des foyers avec enfants disent qu'ils auraient besoin d'une pièce supplémentaire, proportion qui est également à 46%, ce qui n'est pas négligeable dans les foyers sans enfants. C'est-à-dire même dans ces foyers-là, il y a pour un foyer sur deux un besoin, l'expression d'un besoin d'avoir une pièce de plus. Et puis quand on fait un petit focus encore plus précis,
on est à 17%, donc quasiment un Français sur 5, 17% des Français qui auraient besoin non pas d'une pièce supplémentaire, mais de 2 pièces en plus, proportion qui grimpe à un gros tiers, 34%, pour ceux qui ont 2 enfants ou plus. Donc il y a véritablement un enjeu important sur le nombre de pièces et sur cette frustration. Et du coup, eh bien, les Français des villes, tout particulièrement, et à la fracture donc générationnelle s'ajoute une fracture territoriale, les Français des villes rêvent plus grand. La fracture territoriale, on l'avait déjà mise en évidence la dernière fois dans l'édition de l'an dernier du baromètre Qualitel. On voit bien que quand vous êtes, on avait vu déjà que quand vous habitez dans les grandes agglomérations, votre indice est moins bon et qu'il y a donc une qualité de logement qui est moins bonne que quand vous êtes dans des territoires, par exemple, ruraux. Mais on retrouve ici quelque chose de cet ordre, puisque vous voyez qu'entre la surface idéale de son logement et la surface réelle, vous avez également de grandes différences suivant les territoires dans lesquels vous habitez. Dans l'agglomération parisienne, vous êtes à 100 mètres carrés de surface idéale du logement et 83 mètres carrés de surface réelle, donc un écart particulièrement important qui ne va jamais se résorber totalement, mais qui malgré tout est moins important, par exemple, quand vous êtes dans une commune rurale. Donc là encore, une frustration spatiale qui s'exprime et qui joue au niveau territorial, comme on a vu qu'elle pouvait jouer au niveau générationnel. Alors quelles sont les conséquences concrètes de cette exiguïté au quotidien? Elles sont très très fortes, très très claires. 4 familles sur 2 qui a au moins 2 enfants en appartement ne disposent pas d'une chambre par enfant. Donc on voit bien que là, on a un problème qui n'est pas simplement un problème d'expression, de ressenti, de désir, mais qui renvoie à une réalité extrêmement précise. Et du coup, quand on demande, on a fait cet exercice, quand on demande aux Français interrogés quelle est la pièce qu'ils jugent indispensable ou qu'ils aimeraient disposer, eh bien on a un podium avec en numéro 1, 86%, une chambre pour chaque enfant. C'est ça qui structure véritablement les attentes. Mais c'est suivi de près par des WC séparés de la salle de bain, 82%. Et il y a une proportion, on va le voir, encore importante de Français qui ne disposent pas de WC séparés de leur salle de bain. Et puis, à un niveau identique, 82%, un jardin. Et l'accès à un jardin, et tout à l'heure, je vous ai dit d'ailleurs que pendant le confinement, ceux qui avaient accès à un extérieur avaient vécu le confinement de manière beaucoup plus aisée. Il ne faut pas oublier, on y reviendra, et c'est pour ça qu'on l'a mis, c'est pas sur le podium des 3 premières attentes, mais c'est à un niveau important, des espaces de rangement intégrés, et puis une terrasse ou un balcon à défaut d'un jardin. Donc prioritairement, une chambre pour chaque enfant. Et puis, je vous l'annonçais à l'instant, nous avons quand même 21% des Français qui vivent en appartement, qui ne disposent pas de WC séparés de la salle de bain, ce qui explique pourquoi ça fait partie de ce triptyque attendu de la part de nos concitoyens. Alors, on est également dans un pays, dans une situation et dans un moment où la sensibilité écologiste s'exprime de plus en plus, où l'attention à ces problèmes-là est de plus en plus marquée, tout particulièrement dans les grandes agglomérations, et on en a eu une confirmation électorale lors des dernières municipales, eh bien vous voyez que paradoxalement, mais ce n'est qu'un paradoxe apparent, dans ma cuisine, je n'ai pas suffisamment de place pour des poubelles de tri sélectif. C'est quelque chose qui est affirmé par un Français sur 2, et c'est une proportion qui monte à 60% chez les habitants d'agglomération parisienne et à 62% chez les habitants d'appartements. Donc il y a un problème très très clair de capacité d'exécuter, de capacité à agir concrètement pour le tri sélectif des déchets, ce qui correspond pourtant à une aspiration de plus en plus forte de la part des Français. Et puis dans le vécu aussi au quotidien, dans ce qui peut frustrer, gêner, abîmer la qualité du rapport au logement, vous avez par exemple aussi le fait que dans sa cuisine, on n'a pas suffisamment de place, donc toujours cette question de l'espace pour un lave-vaisselle. Ça paraît quand même quelque chose d'assez banal de pouvoir avoir un lave-vaisselle dans sa cuisine. Eh bien 23% des Français n'ont pas assez de place pour cela, proportion qui monte à nouveau à presque un tiers chez les habitants de l'agglomération parisienne et à 40 et 45% quand vous habitez dans un appartement ou quand vous faites partie d'un foyer avec des revenus modestes. Donc là aussi, il y a des enjeux au quotidien de place tout simplement pour avoir un lave-vaisselle ou un équipement de ce type. Alors on a évoqué au moment du confinement, et c'est pas simplement une évocation, on a mesuré un apport du télétravail, un recours au télétravail beaucoup plus important. Ça fait partie des grands enseignements de la période du confinement et qui laisse des traces. Les Français, une grande partie des Français ont découvert le télétravail
et à travers le télétravail, en réalité, plus d'autonomie, plus d'empowerment ayant été attachés. Mais encore faut-il, pour pouvoir télétravailler, qu'on ait assez de mètres carrés chez soi. Et là, pour le coup, on est face à la quadrature du cercle, puisque un gros tiers des actifs estiment que leur logement n'est pas adapté au télétravail. Et cela s'explique finalement assez bien quand on peut mesurer que 40% des Français ne disposent pas de bureaux ou de coins bureaux dans leur logement. Donc là aussi, encore faut-il pouvoir télétravailler chez soi et donc s'isoler. Et puis que parmi ces 40%, une large majorité, 59%, souhaiteraient pouvoir disposer de ce bureau. Donc là encore, une attente forte liée à des changements de comportement, mais également des frustrations potentielles en termes de rapport à l'espace et de capacité à moduler et à s'isoler. Un autre aspect que j'ai trouvé particulièrement intéressant aussi de l'enquête Qualitel que je vous présente aujourd'hui, c'est de voir que le rapport à l'espace n'est pas simplement un rapport spatial horizontal, mais qu'il est également vertical. Et que la relation entre l'évolution de la morphologie des Français et l'évolution de la hauteur sous plafond, eh bien, ne va juste pas dans le bon sens. Et on le voit très bien ici. Depuis 60 ans, la taille moyenne des Français a augmenté de 7 cm et depuis 60 ans, la hauteur sous plafond a baissé de 27 cm. Donc il y a quand même dans ce rapport à l'espace et ce sentiment d'exécuter aussi quelque chose qu'il faut être capable de mieux prendre en compte dans le rapport vertical à l'espace. Et du coup, l'appartement, dans ce système général de relation à son logement, eh bien, c'est le plus souvent un choix qui se fait par défaut. Alors, pas seulement pour des questions d'espace. Si on valorise, et vous le voyez ici, dans l'idéal, la maison, c'est pour ces questions d'espace, c'est aussi pour ces questions de rapport à l'extérieur, c'est aussi pour des questions d'individualisme. Mais on a quand même 58% des habitants d'appartements qui préféreraient, dans l'idéal, habiter une maison. Voilà pour la première partie de cette belle enquête. Et je laisse maintenant la parole à Marie et ses invités. Merci Brice. À tout à l'heure. Oui, on a choisi de scinder cette présentation en deux, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à décrypter et à analyser, ce qu'on va faire tout de suite avec nos invités qui vont me rejoindre. Pierre-René Lema, Pascal Chombardelot, Grégory Monod et Antoine Desbarrières. Messieurs, si vous voulez bien me rejoindre. Pierre, mettez-vous là. Alors, je suis désolée pour cette histoire de masque. J'avais dit que je le remettrais parce que je pense, comme Brice, qu'il faut porter le masque, ne serait-ce que parce que c'est obligatoire. Et en fait, je vous notez que je n'ai pas le même micro que tout le monde et que ça frotte. Donc, pour la qualité du son retransmis, je suis désolée, je vais devoir m'en passer. Mais voilà, je vous donne l'explication. C'est-à-dire que je n'ai pas l'intention de me soustraire voilà, au règlement. Voilà. Messieurs, bonjour. Pascal Chombardelot, vous êtes architecte urbaniste, sociologue, professeur d'université, fondateur de l'agence Tectone. Grégory Monod, vous êtes président du pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment, président de Sogim, promoteur immobilier basé à Annecy. Antoine Desbarrières, vous êtes le directeur général de Qualitel. Et Pierre-René Lema, vous êtes bien sûr ancien secrétaire général de la présidence de la République. Vous êtes président de France Active, association d'accompagnement des entreprises solidaires. Vous suivez l'évolution du logement depuis un certain nombre d'années maintenant. Est-ce que vous avez été surpris par ces résultats ou plutôt qu'est-ce que vous inspire cette première partie de résultats? On a déjà dit beaucoup de choses, notamment sur l'espace et sur les aspirations des Français. Bah, à vrai dire, je garde ou j'enlève, je ne sais plus moi. Je décline toute responsabilité. Si vous m'entendez, tout va bien, quoi. Voilà. Ne posez pas la question à Brice parce qu'il va vous dire de le garder. Non, mais Brice a raison d'ailleurs, qu'il faut le garder. Mais là, on est loin, non? Votre micro est masqué. Voilà, puis le micro est masqué. Allez, je l'enlève et je le remets juste après. Oui, puis en plus, j'ai été chargé par le gouvernement depuis quelques mois maintenant d'une mission sur d'un rapport sur la qualité du logement et notamment du logement social, dont les conclusions vont être mises, j'espère, dans les semaines qui viennent. Écoutez, je suis pas surpris parce que j'ai été autrefois directeur général de l'urbanisme et de l'habitat et de la construction, et puis j'ai même présidé un organisme HLM pendant quelques années. Donc cette conclusion principale qui est, au fond, on a tous besoin et nos concitoyens ont tous besoin d'une pièce en plus. Cette conclusion, je crois que on l'avait vue dans d'autres études et elle ne fait qu'être confirmée. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà de ça, en réalité, c'est pas simplement une question de pièces en plus, c'est une question d'espace en plus, de volume en plus.
c'est pas du mètre carré en plus, c'est du mètre cube en plus. Et cette demande qui concerne aussi bien la hauteur que les mètres carrés que l'ouverture sur l'extérieur renvoie au fond à ce que devrait être aujourd'hui pour nos concitoyens un logement. Et si on y réfléchit d'un point de vue juridique, technique et réglementaire, on se rend compte de la chose suivante. Au fond, on a recommencé à définir ce qu'était le logement minimum, quand après-guerre, puis dans les années 60, puis après il y a eu des textes successifs. Il y a une loi de 89 sur le droit au logement, il y a la loi SRU, qui renvoie à une définition de ce qu'on appelle le logement décent, c'est-à-dire le logement en deçà de quoi on n'est plus dans un logement, on est dans un taudis. On n'a pas le droit de louer un logement dont les normes sont inférieures à une définition qui est donnée par ce texte, qui doit dater, je crois, du début des années 2000. Je crois que le dernier décret doit dater du début des années 2000. Et en gros, au début des années 2000, en 2002, si mes souvenirs sont bons, en 2002, on a fait quoi? On a repris la définition des années 70, on a dit le logement en deçà duquel c'est un taudis. On a repris la définition des années 70, 20 mètres carrés, une pièce qui ne peut pas être inférieure à 6 mètres carrés, 20 mètres cubes pour le volume global du logement. Des toilettes dans l'appartement, et si on peut pas mettre de toilettes dans l'appartement parce que c'est une pièce unique, alors on a eu une innovation extraordinaire au détour des années 70 qui est de dire il faut au moins que ce soit sur le palier. C'était une avancée absolument considérable des années 70. Et au début des années 2000, qu'est-ce qu'on a fait? On y a ajouté la circulation d'air et ce qui est devenu une sorte d'obsession collective liée au changement climatique, un peu de thermique. Il faut que ce soit un peu plus fermé, qu'il y ait moins d'ouverture sur l'extérieur. Donc à la fois de l'air et en même temps faisons des économies d'énergie. Mais le fond, le reste de la définition est restée ce qu'elle était depuis 30 ans. La définition, à nouveau, en deçà de quoi on est dans une favela, hein, en deçà de quoi on n'a pas le droit de louer, en deçà de quoi c'est un taudis ou un logement insalubre. Et donc, moi, je pense que ce qu'on est en train de regarder, ce qu'on a vécu au moment du confinement, doit nous amener à réfléchir à tout ça et à ouvrir un petit peu sur autre chose, c'est-à-dire à se dire, est-ce que ce que souhaitent nos concitoyens en 2020 et a fortiori en 2030 ou en 2035, c'est en gros ce qu'on souhaitait dans les années 70 avec un peu plus de régulation thermique. J'ai l'intuition, en regardant le sondage, que c'est peut-être pas tout à fait ça. Que la thermique, le chauffage, ça en fait partie. Ça fait partie du sujet. Mais peut-être que ce n'est qu'un tout petit bout du sujet. Et qu'on a besoin de... Voilà. Et puis une deuxième remarque, et puis j'arrête là-dessus, parce qu'elle est très sotte, hein, c'est une remarque tellement banale que... Mais enfin, il arrive que les évidences ne soient pas des vérités, comme dit, je vais faire chic là, comme dit Leibniz, mais je vais faire rire. Je vais faire venir Brice. Donc il arrive que les évidences ne soient pas les vérités. Mais là, l'évidence est une vérité. Le logement, on a redécouvert pendant le confinement et à l'occasion du Covid que le logement, c'est pas un truc en dehors de soi. C'est un élément de soi. C'est le logement, je vais là aussi jargonner, je vais faire le malin, mais le logement, c'est une notion ontologique, c'est quelque chose qui définit ce qu'on est. Avoir un toit et avoir un appartement ou avoir une maison, c'est un élément de la définition qu'on se donne à soi-même de soi. Et ça, on l'a vécu. Et on l'a vécu parfois bien, et si j'ai bien compris, pour plus de 40% des jeunes, pas très bien. Et je trouve que c'est un élément essentiel. On vient de remettre le doigt, et vous remettez le doigt sur, grâce à cette enquête, vous remettez le doigt sur un élément essentiel qui est que le logement, ce n'est pas simplement un bien marchand, un bien financier, mais tous les constructeurs, tous les promoteurs, tous les organismes de logements sociaux, tous les bailleurs le savent. C'est plus que ça. Et donc il faut le traiter et le regarder comme plus que ça. Et je pense que c'est une des choses qu'il va falloir faire dans les années à venir. Pascal Chambardelot, le confinement révélateur, comme disait Pierre-René Lemas, s'il en était besoin, parce qu'en réalité c'est une préoccupation
de tous les jours, révélateur du manque d'espace. Est-ce que cette période, juste un mot là-dessus, après j'aurai une question sur cette charte que vous avez mise en place pour le logement au sein de votre agence Tectone, est-ce que cette période a changé votre regard d'architecte sur le logement? Vous m'entendez? Oui. Je ne sais pas si ça a véritablement changé, ça a plutôt confirmé un certain nombre d'intuitions. C'est-à-dire que les logements, effectivement, qui sont trop petits, et je reviendrai sur des détails par la suite, un manque qui n'a pas forcément été évoqué là tout de suite ou pendant l'enquête, c'est tout ce qui est partie commune de l'immeuble. Si je reviens sur un immeuble collectif, c'est un élément qui est pour moi essentiel, le lieu de rencontre, de convivialité, de partage, qui permet, quand les gens se trouvent dans des périodes de confinement, de pouvoir au moins sortir sur un palier. Si le palier a des qualités, s'il est ouvert, si c'est peut-être une coursive, si on a des vues sur l'extérieur, des éléments qui permettent, tout en respectant le confinement, d'avoir quelques échanges. D'ailleurs, c'est cette notion qui m'a toujours beaucoup agacé, de distanciation sociale, alors que si on analyse un petit peu ce qui s'est passé, bien sûr, il y a des distanciations physiques nécessaires. Par contre, il y a quand même du lien social qui a pu se créer quand les qualités des espaces permettaient de le faire. Voilà. Et puis, un élément que j'ai pu voir, ça c'est aussi parmi mes étudiants, la difficulté sur des populations qui sont les plus modestes. Dans l'enquête, on a l'impression qu'on part, elle est très intéressante, je reviendrai dessus, mais on est plutôt sur un ensemble de classes moyennes chez les très très modestes, et notamment parmi mes étudiants, les étudiants les plus modestes que j'ai, eh bien, ça a été une situation extrêmement difficile, révélatrice de logements effectivement très petits, ou qui sont parfois, comme disait Pierre-René, en dessous d'un certain nombre de règles de surface. Et là, on a vu des situations voilà, assez dramatiques. Je ne pourrais pas entrer dans les détails. Alors, je disais, vous avez créé une charte de qualité d'usage des logements au sein de votre agence, espace, exposition, modularité, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire les grandes lignes? C'est-à-dire, ce sont les éléments qui vous semblent absolument capitaux, nécessaires pour vivre bien dans son logement, en fait. Absolument. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on partage pas mal de choses avec Antoine Desbarrières sur des objectifs de qualité d'usage. Alors déjà, je ne conçois pas des immeubles dont les parties communes ne sont pas éclairées naturellement, voire qui ont des vues vers l'extérieur. Je rappellerai simplement que jusqu'aux années 60, quand vous rentrez dans un immeuble, vous n'avez pas de nécessité d'allumer la lumière électrique puisqu'il y a de la lumière dans l'escalier et on peut s'arrêter, rencontrer son voisin, accompagner, voire aider son voisin, et sans parler même d'odeur, le petit oignon qui rissole chez la voisine. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et sur tous nos immeubles, on exige d'avoir cette règle-là. Je rappellerai que la charte qu'on a mise en place un peu à l'origine de Tectone a été reprise par un certain nombre de collectivités. Ça a été à l'origine Pleine Commune, puis Nanterre, puis d'autres villes. Bon, je ne suis pas à l'origine de tout ça, bien sûr, mais j'ai pu essayer de faire une sorte de synthèse de ces différents points. Deuxième point qui est indispensable pour nous, les logements doivent être à double orientation. Si possible, traversant. Jamais, à partir d'un 3 pièces, imaginer qu'un logement puisse être mono-orienté. Et là, pour revenir à la question que vous évoquiez sur la période du Covid, ou de la Covid, ça a été extrêmement révélateur, avec notamment la question climatique, quand il va faire très chaud. Un logement mono-orienté au sud-ouest, ça devient invivable. Et aujourd'hui, on essaie de s'arranger pour que 100% des logements, y compris des studios ou des 2 pièces, soient à double orientation. Autre élément, jamais, mais alors absolument jamais, un logement mono-orienté au nord. Même un studio. Des fois, on me dit, quand des confrères me disent, mais c'est pas grave, hein, un studio, c'est souvent des jeunes. Non. Si je vais en banlieue, dans les studios, c'est souvent des personnes âgées qui sont seules, dans un logement qui ne reçoit jamais de soleil. Et si vous interrogez effectivement les personnes âgées, ça c'est un peu ma casquette sociologue, vous allez vous rendre compte que le soleil non seulement va chauffer le logement, donc des économies, mais c'est un besoin nécessaire qui a été très largement défini depuis le 19e siècle. Voilà. La cuisine, on voit aujourd'hui de plus en plus de logements, vous avez la cuisine au fond du séjour, avec les meubles face au mur du fond. Je trouve que c'est totalement inadmissible. Aujourd'hui, on doit revenir avec des cuisines qui systématiquement ont une fenêtre. Est-ce qu'elles sont séparées ou est-ce qu'elles sont ouvertes? C'est un débat qui n'en finit plus. C'est un problème et culturel et cultuel. Là, je ne me prononcerai pas. Je dis simplement qu'il faut qu'il y ait la liberté de possibilité d'ouvrir ou pas la cuisine sur le séjour. Et d'ailleurs, j'ai un tout petit point que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. C'est souvent dans les plus petits logements qu'on a besoin de séparer la cuisine du séjour. Je prends l'exemple d'un 2 pièces.
dans beaucoup de cas, et c'est dommage, que on retrouve des populations qui sont un petit peu serrées dans des 2 pièces, mais c'est souvent des femmes seules avec enfants. La femme seule avec enfant, on a atteint dans certains secteurs un tiers des 2 pièces, pardon, 30%. Eh bien, la femme, c'est en général plutôt une femme qui est tout seule avec 1 ou 2 enfants, va mettre l'enfant ou les enfants dans la chambre. Ce qui veut dire qu'elle dort où ? Je vous laisse conclure, dans la cuisine, quand c'est un open space. Donc il faut absolument permettre cette possibilité, quelles que soient les tailles. Voilà. Et puis, si possible, une dernière chose, bien évidemment, d'avoir une fenêtre dans la salle de bain. Les gens oublient que nous passons pas loin de 3/4 d'heure au total dans cet espace-là par jour. C'est pas mal de pouvoir avoir une fenêtre, et c'est pas un lieu de passage simple, quand justement, pour les enfants, pour la famille, que ça soit un espace qualifié, ce qui a été un petit peu perdu. Voilà, pour résumer ces différents points. Grégory Monod, président du pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment. La taille des logements par type n'a de cesse de diminuer d'année en année, alors qu'on voit bien que vos clients, les Français, ne cessent de réclamer l'inverse. Justement, comment vous expliquez ce paradoxe et surtout comment vous y remédiez ? Alors, on l'explique par une problématique financière, parce que ça a été dit par Monsieur Lemas. Il y a une approche qui est depuis de nombreuses années technique et réglementaire autour de la construction de logements. J'insiste aussi sur ce terme de construction de logements. Il faut qu'on sorte de la production de logements, parce que quand on parle de production, on est dans, je dirais, une dynamique totalement différente de celle de construire. Quand on construit, on se soucie de qui va habiter le logement. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Mais après, on a la réalité de ce qu'est un marché par rapport à ce que les gens peuvent acheter. Aujourd'hui, si on a vu la surface des logements réduire par type, c'est parce qu'en fait, une personne qui a besoin d'habiter à Bordeaux dans un T3 parce qu'il a besoin de 2 chambres va chercher ce T3 en fonction de son budget et en fonction de ce qu'on lui propose. Et donc, les prix au mètre carré n'ayant cessé d'augmenter depuis de très nombreuses années, parce que je le rappelle que depuis 98, ça fait plus de 22 ans maintenant, je dis 20 ans, mais 22 ans maintenant, les prix ne cessent d'augmenter. On a eu la crise immobilière des années 90 qui, je dirais, on avait des prix beaucoup plus bas. Et c'est un cycle anormal. Je dirais une augmentation aussi importante depuis aussi longtemps, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable par nos acquéreurs. Je voulais rebondir aussi sur la nécessité, je pense, que les collectivités territoriales et locales s'accaparent et s'emparent plus de l'aménagement. Aujourd'hui, on a un vrai sujet à ce niveau-là. On a un manque d'opérations d'initiative publique. Et dans le cadre d'opérations d'initiative publique, on peut contraindre, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas, on peut demander aux opérateurs d'avoir des logements qui soient plus adaptés à cette demande, en termes de surface, en termes de prix, en termes de type. On parlera peut-être aussi plus tard des logements évolutifs, de modularité. Ça, c'est quelque chose qui est important avec, je dirais, l'évolution de la vie et puis le fait qu'on puisse facilement aujourd'hui rendre un logement mobilable. C'est-à-dire qu'une famille a besoin d'un 4 pièces actuellement, le séparer en 2 logements pour avoir un studio et un 3 pièces parce qu'on a moins besoin de la chambre supplémentaire ou autre dans les années futures, c'est envisageable. Le petit souci, là par contre, on revient sur la mono-orientation des logements. C'est difficile d'avoir de la modularité et de l'évolutivité des logements par rapport à cette problématique, et je suis entièrement d'accord avec vous, la mono-orientation est dramatique à vivre pour nos occupants. Dans quelques régions qu'on se trouve, et là encore, c'est plutôt les réglementations qui nous ont contraints à avoir cette double orientation plutôt que la volonté de la profession. Juste un mot, pardon, je fais une parenthèse, sur la fracture territoriale dont parlait Brice tout à l'heure au vu des résultats. Je l'ai noté, ça, cette fracture territoriale. C'est vrai que nous, au pôle Habitat, on a l'avantage d'avoir des adhérents qui agissent sur la totalité des territoires, sur tous les types et toutes les formes d'habitat. Cette fracture territoriale, je dirais, les différentes politiques du logement qui ont été menées aussi depuis de nombreuses années segmentent tout ça. On parle de zonage. Donc, quand on parle de zonage, on met les gens dans une case. On parle de type de logement, de forme d'habitat systématiquement en opposant les uns contre les autres. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que sur tous les territoires,
il y a une activité, il y a un besoin. Ce besoin est différent. Ça ressort, je dirais, au niveau de l'étude, mais ce besoin, il est là. Il est plus ou moins important. Mais c'est pas parce que vous trouvez dans un secteur, dans une zone rurale en secteur C, qu'aujourd'hui les collectivités, les communes n'ont pas besoin de logements, n'ont pas besoin d'amener de nouveaux habitants pour amener de nouveaux services. Donc là aussi, je pense que tout cela est le fruit pas d'une volonté politique, mais en tout cas d'un mode de pensée qui perdure depuis de nombreuses années et sur lequel je pense qu'il faudrait qu'on puisse revenir. Antoine Desbarrières, vous êtes le directeur de l'association Qualitel. Est-ce que en tout cas cette première partie de résultats est alignée sur les intuitions puisque vous suivez l'évolution du logement aussi depuis des années, sur vos intuitions? Je rappelle que vous aviez lancé cette thématique avant le confinement. Néanmoins, l'enquête a été réalisée pendant le confinement. Est-ce qu'il y a un alignement entre vos intuitions d'avant, au vu de tout ce que vous avez fait les 3 années précédentes lors du baromètre, et celui-ci? Oui, alors on a lancé cette étude effectivement sur cette thématique parce que depuis plusieurs années, nous nous étions saisis de ces sujets. Ouverture création d'une fenêtre dans une salle de bain, des linéaires minimum dans les cuisines, les notions de meublabilité. Donc on s'est saisi de ces sujets au travers de la certification NF Habitat. Mais on avait besoin d'objectiver un petit peu les choses, de voir s'il n'y avait pas des éléments qu'on avait oubliés. Donc ça a confirmé l'intuition, mais ça a même été au-delà, puisque moi, ce qui m'a vraiment étonné au travers de l'enquête, c'est notamment le résultat qu'on obtient ou qu'on mesure sur la hauteur sous plafond. J'avoue que ça, c'est vraiment très étonnant de voir qu'aujourd'hui, on est arrivé à des hauteurs sous plafond de 2,40 m. Voilà, ça paraît presque imaginable en fait. Et donc là, ça nous permet d'objectiver, de faire partager ce constat. Alors qu'on avait déjà un petit peu anticipé, puisque dès à présent, dans nos référentiels de certification, on impose une hauteur sous plafond de 2,50 m. Mais voilà, là, on a les éléments tangibles pour sensibiliser, pour justifier en fait cette évolution, et du coup inciter, par exemple, les collectivités territoriales qui agissent au niveau des PLU à libérer un petit peu les hauteurs, les gabarits, et permettre aux promoteurs, aux constructeurs, aux bailleurs de construire le nombre de niveaux requis ou nécessaires économiquement par rapport aux enjeux fonciers et autres, tout en ayant effectivement cette hauteur convenable pour tout à chacun dans son logement. Donc des éléments objectifs. Voilà, sur le sujet de l'espace, bon, on se doutait que, sans aller plus loin, enfin, l'enquête nationale sur le logement a démontré qu'entre 1988 et 2013, on a perdu 17% de surface dans les pièces principales. Donc il y avait vraiment là voilà, quelque chose qui ressortait. Bon, on arrive à l'affiner un petit peu plus. Brice Tinturier l'a dit tout à l'heure. Grâce à cette étude, on peut aussi rentrer dans le détail, pièce par pièce, voir ce qui manque, voir ce qu'il faut corriger. Voilà. Justement, quelles sont, vous parlez au nom de Qualitel, mais quelles sont vos recommandations à l'adresse des pouvoirs publics, des promoteurs pour améliorer le logement? Peut-être rappeler en 2 mots la certification, en fait. Qu'est-ce qu'elle revêt précisément? Parce que ça donne aussi une indication de vos recommandations. La certification, c'est donc un outil qui est au service des professionnels, au service des pouvoirs publics, et qui leur permettent d'objectiver, de mesurer, d'inciter, d'orienter. Et c'est vrai que ce sujet de l'intérieur du logement, il est vraiment essentiel. Alors on s'est beaucoup intéressé aux enjeux de performance énergétique, Pierre-René Lemas l'a dit tout à l'heure. Mais voilà, rappelons que dans les 5 plaies du logement, ce qui ressort de notre premier baromètre il y a 4 ans, il y avait ce sujet de la performance énergétique, il y avait aussi le sujet du confort thermique, et lié et le confort acoustique, la qualité de l'air intérieur, et lié à ces aspects-là, souvent finalement on pénètre dans le logement, et donc il faut aussi s'intéresser à l'intérieur du logement. Et donc au travers de ça, au moment où on parle de plan de relance,
rénovation et de vastes plans de rénovation. Soyons attentifs à ne pas se focaliser sur l'aspect de la performance énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. N'oublions pas le confort intérieur du logement et ces éléments dont les Français ont besoin, puisqu'on est dans son logement. On fait, voilà, comme Pierre-René l'a dit tout à l'heure, c'est une partie intégrante de soi, en fait. Hein. Alors, avant de donner à nouveau la parole à Brice Teinturier pour la suite des résultats, je voudrais qu'on dise un mot du télétravail, parce que c'était encore l'ouverture sur Radio France ce matin de pas mal de rendez-vous d'information, rendus obligatoires de fait pendant le confinement, et désormais la règle en ce moment par endroit, dans les endroits, je ne sais plus s'il faut dire écarlate, enfin en tout cas vous comprenez ce que je veux dire, en raison de la situation sanitaire. Pascal Chombardelot, est-ce que ça vous amène à concevoir les logements différemment? Est-ce que maintenant, dorénavant, il faudra concevoir des logements avec cet espace pour travailler, voire des espaces de coworking dans les immeubles à l'échelle du quartier? J'entendais encore beaucoup de gens ce matin dire mais l'idée qu'on peut s'en faire, c'est formidable, je reste à la maison pour travailler. Or, mon appartement, mon endroit, mon immeuble, rien n'est adapté au-delà de l'absence de fibres pour travailler, l'espace, etc. Est-ce que c'est des choses maintenant qu'il va falloir prendre en compte systématiquement? Oui, on ne connaît pas l'évolution exacte pour l'instant de la corona, mais il n'empêche que depuis déjà un certain temps, cette question du télétravail est quelque chose qui revient régulièrement. Bien sûr, c'est renforcé avec la situation actuelle. Maintenant, dans le logement, et je reviendrai sur la question de l'espace qui a été évoquée, je trouve que la question de l'espace par rapport à la surface est un point important. La France est un petit peu en retard. D'autres pays donnent des permis de construire en fonction du nombre de mètres cubes et non pas au niveau du mètre carré. Je pense à certains pays scandinaves ou à la Hollande. Maintenant, je pense que les logements doivent être évolutifs. La porte a été un petit peu ouverte dans les questions tout à l'heure. On doit pouvoir, en fonction des périodes de la vie, recloisonner, séparer, mais dans les 3 dimensions. Ça, c'est un point important. Et en fonction du système structurel des immeubles, où en France aussi on est très en retard par rapport à d'autres pays européens qui ont toujours construit plutôt sur des systèmes de poteaux-poutres ou de poteaux-dalles, qui permet d'adapter beaucoup plus facilement la forme du logement ou la forme des logements, c'est-à-dire de pouvoir réunir ou séparer des logements. Maintenant, sur le fait de faire du coworking ou pas, je précise, on a eu l'occasion dans notre agence de faire un certain nombre d'immeubles en habitat participatif. Dans le cadre de l'habitat participatif, on a toujours des espaces partagés, qui peuvent être des espaces de circulation, j'évoquais les coursives, des jardins partagés, on ne peut pas tous avoir un jardin. Bien sûr, il faut toujours un petit espace extérieur, de tout logement, même quand on a un espace partagé. Ça, j'insiste beaucoup sur cet aspect-là. Mais également, on a toujours une salle commune, qui permet de se réunir, parce qu'effectivement, c'est pas parce que les gens vont faire du travail qu'ils ne vont pas croiser les autres. C'est une des questions qui est très importante sur la ville. Je connais quelqu'un très bien qui a écrit un livre vers le milieu des années 70 qui posait la question de la fin des villes et qui posait la question du télétravail déjà à l'époque. Et lui pensait très fortement que les gens, la ville continuera à exister parce que les gens ont besoin de se rencontrer, de se voir. Et que le système du télétravail, ça ne suffit pas à pouvoir assumer ses besoins. Et donc, et en plus, dans les espaces... dans les immeubles en habitat participatif, on a en dehors de cette partie commune qui fait toujours entre 50 et 60 mètres carrés, toujours au minimum un bureau, qui permet à chacun de pouvoir à un moment donné s'isoler. Et un petit studio à un endroit qui permet aussi, quand les situations familiales sont complexes, de pouvoir avoir ça. Et toute dernière petite chose, quand on fait des espaces avec une hauteur sous plafond un peu plus grande, souvent qu'on fait dans les rez-de-chaussée, ça permet parfois d'avoir des chambres un petit peu plus petites, en dessous des 9 mètres carrés. Je rappelle simplement, les gens ne le savent pas, mais il n'y a pas de réglementation pour la surface d'une chambre. On peut faire une chambre de 6 mètres carrés. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis qu'on peut avoir des surfaces un petit peu plus petites. 9 mètres carrés, c'est une pièce dans le logement qui doit faire 9 mètres carrés. Et à ce moment-là, on peut arriver à rediviser, recréer des espaces de travail qui se superposent quand on a des surfaces de logement un peu trop petites, mais qui existent. Voilà. Grégory Monod, d'un mot sur la contrainte sociale du télétravail. Est-ce que c'est une chose maintenant dont on tient compte dans les programmes immobiliers ? Objectivement, non.
On devrait ? C'est clair, on devrait y penser. Mais il est clair qu'aujourd'hui, dans la programmation de nos opérations, c'est pas que je dirais la première chose qui nous vient à l'esprit. En plus, on a depuis une année, on a encore une problématique d'alimentation aujourd'hui du marché au travers de nouveaux permis de construire et de nouvelles opérations. Donc on a un marché qui est plutôt fluide parce qu'il y a très très peu d'offres. Donc c'est vrai que c'est pas malheureusement la première question qu'on se pose. Par contre, je pense qu'on commence et certains commencent à y réfléchir. Je pense qu'il faudrait que ça se développe beaucoup plus au développement de tiers-lieux dans les opérations. Justement, où là, on peut télétravailler, mais pas forcément dans son logement, mais dans un lieu adapté au sein d'une opération. Et là encore, c'est pas forcément quelque chose qui peut fonctionner en milieu urbain. Il y a une émission qui s'appelle Carnet de campagne, c'est peut-être sur France Inter, et il y avait l'exemple justement de tiers-lieux en zone rurale, où des associations ont mis en place ces tiers-lieux et des gens venaient télétravailler dans ces tiers-lieux-là, sans forcément se déplacer avec leur véhicule et d'aller sur leur lieu de travail, à vélo ou autre. Donc ça peut aussi fonctionner. Et je pense que ça peut être une des solutions. On va passer, Brice, avec vous à la seconde partie des résultats de ce baromètre Qualitel 2020. La conquête de l'espace, on ne peut pas inventer les mètres carrés supplémentaires. Donc on a déjà posé des jalons sur cette question. Ça se joue entre les murs. C'est une question d'aménagement intérieur. On voit ça tout de suite avec vous. Oui, vous avez déjà anticipé sur une grande partie de ce que je vais vous présenter maintenant. Je me permets également de verser au dossier, puisqu'on a pu réaliser une enquête pour ICAD. Un point que vous avez abordé, et qui est que, oui, à l'issue du confinement, il y a une demande d'espace partagé, d'accès à l'intérieur, d'espace de convivialité qui est indéniable. Mais sur l'idée, par exemple, d'un espace de coworking au sein d'un immeuble, c'est typiquement la fausse bonne idée. Et pour les gens, finalement, ils nous disaient très clairement dans cette enquête que on travaille soit au bureau, soit chez soi. Et ça, c'est la question du télétravail avec tout ce que cela suppose d'espace modulaire. Mais l'idée d'un espace de coworking à l'intérieur de l'immeuble apparaissait comme une solution bâtarde. Donc c'est très intéressant de voir ce que produit le confinement dans la façon dont il remanie les attitudes, les attentes, les demandes. Ça tombe bien parce que manifestement c'est pas prévu vraiment, donc exactement. Il n'y aura pas de déception. C'est à vous. Sinon, vous le disiez, on ne peut pas repousser les murs, mais on peut en revanche repenser et optimiser l'aménagement intérieur. Donc cette question de l'aménagement intérieur est aussi fondamentale parce qu'elle permet de revisiter globalement le rapport à l'espace et le rapport au logement. Un des premiers éléments qui apparaît très clairement dans l'enquête, c'est qu'il s'agit pour les Français d'ouvrir la pièce à vivre. Et là, on retrouve donc cette dynamique de l'espace. Vous le voyez ici, je trouve que c'est assez impressionnant. Alors même qu'il y a des problèmes, on l'a vu, de taille de logement, eh bien, quand on demande aux gens si vous deviez choisir, ils préféreraient augmenter la taille de leur pièce à vivre au détriment de toute une autre série de pièces qui, pour autant, ne sont pas des pièces extrêmement importantes en termes de surface. Alors, d'abord, au détriment de la chambre principale, là, 76% seraient prêts à le faire. On peut faire l'hypothèse que la chambre principale est un peu plus grande que les chambres d'enfants, mais c'est aussi vrai pour la chambre de mes enfants, 68%, la salle de bain, 67%, ou même la cuisine, 60%. Donc il y a véritablement une demande pour ouvrir la taille, renforcer la taille de la pièce à vivre. Autre élément important, quand on les interroge sur la configuration idéale entre leur salon et leur salle à manger, finalement, on voit qu'on a quand même une large majorité, 56% de Français, qui nous disent qu'ils préfèrent un salon-salle à manger. C'est presque 3 fois plus que les 19% qui veulent avoir une salle à manger distincte du salon. Puis il y a une part non négligeable, malgré tout, 25%, pour lequel c'est indifférent. Et quand on creuse un peu qui est derrière ces réponses, alors pardon, on a encore sur toujours ces demandes d'ouverture, l'idée qu'on préfère une cuisine ouverte à une cuisine fermée. Là, on retrouve cette dimension d'ouverture, d'espace accru, 57%, et un petit tiers qui reste partisan de la cuisine fermée. Et quand on est sur ces questions donc de cuisine ouverte ou de cuisine fermée, c'est un peu la même chose aussi pour la salle à manger distincte ou pas du salon, eh bien vous voyez qu'on a un effet âge qui est extrêmement important. Donc c'est toujours la même question, est-ce que c'est un effet de génération ou est-ce que c'est un effet d'âge? Les moins de 35 ans plébiscitent la cuisine ouverte, 72%.
Ce n'est pas le cas des 60 ans et plus, mais qui malgré tout sont majoritaires, majorité relative, mais 47% a préféré également une cuisine ouverte. Donc la question c'est, est-ce qu'en vieillissant, les moins de 35 ans rejoindront les 60 ans et plus? Là, ça serait un effet de génération, un effet d'âge, pardon. Ou est-ce qu'on a un effet de génération qui fait que ces jeunes d'aujourd'hui, même quand ils vont vieillir, resteront partisans de la cuisine ouverte? Je pense que c'est plutôt ça, compte tenu du rapport à l'espace qu'on a vu tout au long de l'étude. Petit point important à noter, c'est que 86% aujourd'hui des logements qui sont construits depuis 2010 disposent d'une cuisine ouverte contre 58% des logements qui sont construits avant 2010. Donc de toute façon, l'offre, elle est aujourd'hui structurée plutôt en étant en phase avec les attentes des Français. Alors on peut ouvrir les pièces, c'est une façon de retrouver de l'espace, mais on a aussi un enjeu qui est important et qui relève de la capacité de rangement. Et cette capacité de rangement, c'est le premier motif d'insatisfaction des Français en matière d'agencement de leur intérieur. Ça vient même, vous le voyez ici, avant la superficie de la cuisine ou du nombre de pièces, on a 28% des Français qui nous disent ce qui m'insatisfait le plus, c'est la capacité de rangement dans mon logement. Et quand on est en appartement, c'est encore plus fort. Là, on est à plus d'un tiers de ceux qui habitent en appartement. Donc ce n'est pas un petit sujet, cette question de la capacité de rangement. Et ça renvoie évidemment à la façon dont ont été structurés, conçus aussi un certain nombre d'espaces jusqu'à maintenant. 65% des logements construits avant 2010 disposaient d'une cave ou d'un grenier, ce qui n'est pas neutre sur les capacités de rangement, et c'est seulement 36% depuis 2010. Donc on ne peut pas jouer, on peut de moins en moins jouer sur la cave ou le grenier pour retrouver des espaces de rangement. Et pour autant, ces bonnes capacités de rangement, elles font totalement partie du critère de qualité. Ce qui est assez normal puisque c'est un point, encore une fois, extrêmement important dans les irritants. Mais vous voyez que la capacité de rangement, elle est totalement liée au Qualitel, au score qu'on donne. Quand on est à 5,6 sur 10 de Qualiscore, eh bien on est insatisfait en réalité de ses capacités de logement. Et plus on est satisfait de ses capacités de logement, plus le Qualiscore augmente. On est à 7,3 sur 10 auprès de ceux qui sont satisfaits de leur capacité de logement. Donc là aussi, il y a un lien très direct entre ces deux indicateurs. Élément, on a évoqué les caves et les greniers. L'élément à prendre en compte, c'est qu'il y a de moins en moins de caves et de moins en moins de greniers, mais il y a de plus en plus de parkings et de garages dans son immeuble. Là, on est aujourd'hui dans les logements construits après 2009 à 91% de logements qui disposent d'un parking ou d'un garage dans l'immeuble. Donc il faut se reposer la question de ces espaces-là et de leur utilité par rapport aux besoins des Français. C'est également vrai pour tout ce qui concerne les locales pour poussettes ou vélos dans un immeuble. Là aussi, depuis 2009, on est à 74% des logements construits après 2009 qui disposent de ce type d'espace. Mais peut-être qu'il y a à revoir en fonction des besoins des Français ce qu'il faudrait véritablement mettre en place comme occupation de ces espaces-là. Alors, la modularité, d'une manière plus générale, c'est la réponse au manque d'espace. Cette frustration spatiale qu'on évoque depuis le début, eh bien, la modularité est une des réponses possibles. Les logements perçus comme étant des logements de qualité sont les plus faciles à faire évoluer. Là aussi, quand vous êtes dans un logement que vous considérez comme très difficile à faire évoluer, vous avez un Qualiscore qui est de 6,2 seulement, et plus vous avez le sentiment que votre logement est facile à faire évoluer, plus votre Qualiscore augmente pour s'établir à 8 sur 10 dans les logements qui sont conçus comme très faciles à faire évoluer. Donc cet enjeu-là est un enjeu majeur, et les logements certifiés, pour le coup l'enquête permet aussi d'objectiver un certain nombre de choses. Les logements certifiés sont clairement les logements les plus aménageables, comme vous le voyez ici, les logements certifiés de moins de 10 ans, les logements certifiés de plus de 10 ans, vous avez une réponse sur les niveaux de satisfaction de la capacité de rangement, les niveaux de satisfaction sur la capacité à faire évoluer cet espace, et puis à l'aménager également, à le meubler. Enfin, dernier élément, on a évoqué les variables d'âge, les variables territoriales, mais l'enjeu du vieillissement est un enjeu majeur, et bien vieillir chez soi renvoie aussi à cette capacité à faire évoluer l'aménagement intérieur.
D'abord, vous avez quand même 67% des plus de 60 ans qui souhaitent passer le reste de leur vie dans leur logement actuel, même si ce logement comporte un certain nombre de contraintes et de spécificités. Donc il faut partir de cette idée de base. Plus on avance en âge et plus on souhaite rester là où on vit, là où on a vécu. Et la proportion est donc particulièrement importante chez les plus de 60 ans. Or, et j'en terminerai par là, vous avez quasiment une personne sur deux de plus de 60 ans qui considère que son logement n'est pas adapté à une personne âgée. Et les principales raisons évoquées sont la présence d'escaliers ou de marches et l'inadaptabilité de la salle de bain. Donc il faut répondre à cette demande de pouvoir rester chez soi. En 2050, vous aurez 20 millions de Français qui auront plus de 65 ans. Il faut donc être capable de répondre à cette demande de rester chez soi en tenant compte des contraintes spécifiques qui ont évolué évidemment au cours d'une vie. Merci beaucoup Brice. Alors on passe à la seconde partie. Pierre-René Lemas, revenez avec nous. Pascal Chambardelot, la modularité, seule réponse ultime au manque d'espace? J'ai déjà évoqué un petit peu cette question de la modularité, mais si on veut être un petit peu plus précis par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense que la qualité des plans, la qualité de fonctionnement d'un immeuble doit être complètement mise en avant. On a tendance aujourd'hui, au niveau de commercialisation ou de satisfaction vis-à-vis des élus, de ne présenter que des images extérieures. On ne parle pas de l'usage. Et on devrait commencer d'abord par l'usage. Quand on prend la question des rangements, un logement en moyenne, dans les études qu'on a faites, je parle d'études sociologiques, ça occupe à peu près 20% de la surface d'un logement. Or, quand on demande aux maîtres d'ouvrage ou aux architectes de nous indiquer sur les plans 20% de surface de rangement, on nous dit c'est impossible. Et là, je reviens à une certaine phrase à Mark Twain au milieu du 19e siècle qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Bien sûr, je parle d'aventuriers. Mais c'est un petit peu dans une situation comparable. Les habitants le font, alors que les maîtres d'ouvrage ou les architectes pensent que c'est impossible. Dire qu'il faut arriver à bricoler, c'est pas toujours très bien adapté. Et le plan, quand on veut aller un petit peu plus loin, ça doit être quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil. Si je prends une chambre, vous allez vous rendre compte, je prends juste le cas de la chambre, que la fenêtre n'est pas forcément toujours bien placée. Le placard, quand il y a un placard, n'est pas forcément bien placé. Et que je demande, mais où est-ce que vous mettez un lit dans une chambre d'enfant? Eh bien, on met un lit simple perpendiculaire au mur. Mais je dis, on n'est pas dans un hôpital. Dans une chambre d'enfant, en général, le lit est plutôt dans un angle. Mais on se rend compte qu'il n'y a plus d'angle pour le mettre, où il n'y a plus d'espace de rangement. Voilà, c'est ces petites choses-là qui doivent pouvoir être adaptées. Ça demande beaucoup de travail. Et quand je dis à mes étudiants qui essayent de faire des logements qui répondent à tous ces critères, je leur dis les 3 règles principales pour y arriver, c'est le travail, le travail, le travail. Et ce travail n'est pas forcément respecté, entre guillemets, par l'ensemble des acteurs du bâtiment pour arriver à faire une réponse qui répondrait à tous les critères qui ont été évoqués tout à l'heure. Grégory Monod, ce travail, cette finesse, cette subtilité, est-ce à quel point en tout cas on en tient compte dans les programmes immobiliers? Alors, on essaye, je pense, au maximum d'en tenir compte. J'ai parlé tout à l'heure aussi de remettre l'usager au centre de nos préoccupations à tous, de la conception jusqu'à la réalisation de nos opérations. C'est vrai qu'avec les architectes, souvent, on a des débats en disant « mais tiens, est-ce que vous vivriez dans ce logement ?» Aujourd'hui, on parle beaucoup, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, on envoie une image, on parle d'insertion paysagère, on parle d'insertion dans le site, on parle d'insertion urbaine, mais après le reste, on l'oublie un petit peu, et on l'oublie même trop souvent. Et je sais que certains de nos adhérents ne sont pas forcément toujours en phase avec les architectes parce qu'on leur refait faire 5-6 fois les plans intérieurs de chaque logement parce qu'on leur dit mais attendez, est-ce que la porte ouvre dans le bon sens? Donc ça c'est un vrai sujet. Mais la modularité dont on parle, est-ce que c'est un défi technique plus grand? Est-ce que c'est un coût plus important? Alors oui, il y a un coût plus important, clairement, qu'un appartement classique. Après, c'est où on va mettre un petit peu la barre au niveau de cette volonté d'avoir de la modularité et de pouvoir rendre
le logement modulable. Il y a des solutions techniques qui peuvent exister. Aujourd'hui, on a des systèmes de cloisons amovibles qui ont été développés. Je pense par exemple à quelque chose qui s'est fait dans notre région avec le pôle d'excellence bois, donc où on travaille avec du bois, des matériaux locaux, où on a cette cloison dans le séjour qui peut bouger justement pour recréer, je dirais, une pièce supplémentaire. Mais il faut que la pièce de vie soit suffisamment grande pour pouvoir le faire. Donc on en revient toujours à la même chose, à la taille globale et à l'enveloppe générale du logement. Et donc aujourd'hui, les contraintes financières sont telles qu'on a du mal à redonner justement d'espace et à donner d'avoir des tailles supérieures sur l'ensemble de nos logements. Du coup, la modularité est un problème plus compliqué à résoudre. Si nos logements étaient plus grands, ce serait quelque chose qui, je pense, qui se résoudrait beaucoup plus simplement. Pierre-René Lemas, vous le rappeliez tout à l'heure, vous avez été chargé par le gouvernement de réaliser un rapport sur la qualité du logement social. D'abord, où en êtes-vous de vos travaux? Ça, c'est la première question. Vous êtes penché sur la qualité architecturale des HLM. Quelles recommandations formulez-vous en matière d'aménagement intérieur? Est-ce que ça rejoint d'ailleurs des points du baromètre? Alors pour l'instant, donc on est dans la phase finale. Hein. Le rapport devrait être mis d'ici la fin du mois d'octobre à la ministre de la Culture et à la ministre du Logement et à la ministre de la Transition. Moi, je m'y perds sur le vocabulaire. À Madame Pompili, la transition écologique et toutes ces choses-là. Donc on va rendre le rapport voilà, dans les semaines qui viennent. C'est pas complètement finalisé parce que c'est un groupe de travail où il y a au moins 50 personnes. Donc je ne vous dis pas la nature d'un exercice polyphonique pour aboutir à quelque chose d'à peu près harmonieux à 50. Toutes les professions étant associées. Un des éléments de réponse, au fond, il rejoint complètement l'enquête qui vient d'être présentée par Brice. C'est le logement en tant que tel, je vais le dire d'une manière un peu brutale, est devenu une sorte d'angle mort des politiques publiques. Le logement, on en parle de manière quantitative, et donc on évalue, quand on parle de HLM, le montant de la pierre pour déplorer en général que ça baisse chaque année un peu plus, ou le niveau de la fiscalité, dont on déplore qu'il augmente ici, y compris d'ailleurs pour les HLM, où on est passé de taux de TVA de 5,5 à des taux de TVA à 10. Bref, on a une vision quantitative, déplorative. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de montrer ce que vous montrez, c'est-à-dire si on partait pour une fois de l'habitant. Vous savez, dans les discours, on dit en général des tas de choses techniques, on fait des tas d'analyses juridico-financières, on fait des tas de projections à moyen terme, et on finit dans la conclusion en disant il faudrait pour faire tout ça, le faire dans un cadre qui permette d'associer les habitants. Mais c'est en général la conclusion, on ne développe pas plus, mais enfin au moins on en aura parlé. Ce qu'on va essayer de faire dans le rapport, c'est de partir du logement vu par l'habitant, c'est-à-dire de ce que vous avez présenté aujourd'hui. Si on se disait le logement, c'est un bien en soi, comme je vous le disais tout à l'heure, et comme c'est démontré. Et moi, habitant, de niveau modeste ou pas, j'ai besoin de quoi chez moi? Pardonnez-moi, mais moi, habitant modeste, j'ai pas besoin de télétravail. Il y a un débat qu'on peut avoir sur le télétravail à l'infini. J'étais à la Datar dans les années 80, j'ai dû signer 12 rapports sur le télétravail. La réalité rejoint les rapports d'il y a 20 ans ou 30 ans. Tout ça est très intéressant, mais a priori, j'ai plus besoin d'une chambre pour mes enfants que de télétravail. Deuxièmement, je suis sûr que j'ai pas envie de rester à la maison toute la journée à télétravailler. Si j'ai du travail, d'ailleurs. Si j'ai du travail, notamment en logement social. Je préfère franchement aller au bureau ou aller ailleurs et ne pas rester chez moi. Je suis pas sûr non plus d'avoir très envie d'aller dans un local d'usage collectif, comme ça a été dit tout à l'heure, pour télétravailler, pas très loin de chez moi, mais tout en étant un peu chez moi, sans être chez moi. Non, j'ai besoin plutôt d'une place pour les enfants, j'ai besoin de plus d'espace, j'ai besoin d'une ouverture sur l'extérieur. Donc le rapport va partir du logement dans une vision, je vais jargonner un peu, qui est une vision un peu holistique, c'est-à-dire, il y a mon logement, j'ai besoin de quoi dans mon logement? Et est-ce que les politiques publiques peuvent s'intéresser, pour une fois, à ce dont le citoyen, l'habitant, a besoin dans son logement?
Je vous rappelle que depuis 30 ans, il y a eu une loi sur le droit au logement, le droit à l'habitat, le droit à la ville. J'y ai un peu contribué d'ailleurs. Mais le droit au logement, le droit à l'habitat, le droit à la ville, c'est des droits un peu virtuels. Donc si on sortait de cette logique-là pour entrer dans le concret, dans le contenu, ce serait pas mal. Il y a mon logement, puis il y a autour de mon logement. Pendant le confinement, on avait le droit d'aller à 1 kilomètre autour de soi. Autour de chez soi, il y avait quoi? En ville, il y a des magasins, il y a du trottoir, il y a parfois des magasins ouverts, parfois des magasins fermés. En milieu rural, il n'y a parfois rien du tout. En banlieue, il y a ce truc formidable qui sont les poubelles de tri sélectif, qui est quand même un objet de décor urbain particulièrement valorisant. Donc vous avez en effet au pied de chez vous, juste entre le parking et l'allée, les 6 poubelles de tri sélectif qui forment votre environnement immédiat. Et puis je pourrais démultiplier comme ça. Donc le logement, c'est aussi ce qui est autour de chez soi. Tout de suite. Et puis après, ben évidemment, il y a le quartier, la ville, le lieu. Et donc, ce qu'on va proposer, c'est de partir du logement pour avoir une vision qui s'élargirait dans l'espace sur l'aménagement proche de chez soi et au-delà, l'aménagement urbain. Alors, on va retrouver des vieilles lunes, des vieux sujets qui, eux aussi, sont devenus l'angle mort des politiques publiques parce que pour des raisons qui m'échappent un peu, ça n'intéresse plus personne. Ça s'appelait, par exemple, l'aménagement du territoire ou l'aménagement des territoires. Et vous disiez tout à l'heure, les villes font de moins en moins de zones d'aménagement, et c'est vrai. Et quand elles font des zones d'aménagement, elles donnent les clés en général à un promoteur constructeur qui en peut mais d'ailleurs, qui lui a une contrainte financière, technique et juridique qui est de construire le plus vite possible et de céder le plus vite possible. Et vous avez aujourd'hui 60% du logement en France qui est construit en vente en l'état futur d'achèvement. Les gestionnaires de logements sociaux ne fabriquent plus de logement social. Ce qui quand même amène à une réflexion plus globale sur l'attente des habitants, notamment de milieux modestes. Voilà, alors troisième élément de réflexion, puis j'arrête là-dessus parce que sinon je vais être intarissable. Le financement n'est évidemment pas indifférent. Évidemment qu'on ne peut pas faire plus grand, on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas avoir des balcons, des ouvertures, on ne peut pas avoir des logements. Et je partage 1000 fois l'avis de Pascal Chambardelot, qui soit plutôt traversant, plutôt ouvert, plutôt éclairant. Voilà, je vénère non pas l'architecture de la Charte d'Athènes, mais les présupposés de la Charte d'Athènes sur un certain nombre de données qui font la vie, l'hygiène, le soleil, la lumière. Bon. Le bâti, ça je discute. Mais voilà. Il y a des réponses en matière de financement. Voilà. Et on va en proposer quelques-unes. Tout ça ne coûte pas aussi cher qu'on le raconte. Évidemment, si à la fin, on a un logement tout petit en surface, avec un plafond qu'on finira par tenir sur les épaules, parce qu'il aura encore baissé de quelques centimètres, et la main qui passera par la fenêtre, parce qu'on n'aura pas d'autre espace, ça coûtera pas cher du tout. Donc il y a une vieille notion que même en économie libérale, on commence à considérer comme pertinente, qui est la notion de régulation, qui est la façon moderne de dire ce qu'on appelait autrefois, et qui était très laid, la réglementation. La réglementation, c'est très laid. C'est le monde administratif qu'il convient désormais de détester. Mais la régulation, c'est extrêmement moderne. C'est ce qui correspond, c'est la même chose. Mais ça correspond à une économie ouverte, libérale, marchande. Alors, ouvrons ce chemin vers la régulation et on va faire un certain nombre de propositions en ce sens, en définissant au minimum ce qu'est le logement. Qu'est-ce que ça doit être le logement en 2030 ou en 2035 au minimum. Et puis après, on peut mettre en place toute une série de mécanismes d'incitation qui peuvent être d'incitation du type label, type Qualitel, qui peuvent être des incitations vis-à-vis des collectivités locales qui ne demandent pas mieux que d'adapter les constructions nouvelles à la réalité de ce qui existe chez eux, c'est-à-dire pas forcément partout du bois et de l'osier, puisque désormais, vous savez, si on fait pas attention, aujourd'hui, moi je vais vous dire, c'est assez simple, hein, il y a un double objectif dans la construction de logements. Simple, du point de vue des pouvoirs publics et même de l'ère du temps. C'est, premièrement, il faut transformer les passoires thermiques en bouteilles thermos, premier objectif essentiel.
Je demande à voir si nos concitoyens seront ravis de voir leur passoire thermique transformée en bouteille thermos. Je ne crois pas. Et puis deuxièmement, il vaut mieux qu'il y ait partout du bois et de l'osier. Si c'est en bois, c'est vraiment épatant. La réalité, c'est qu'on devrait à nouveau pouvoir construire autrement à Paris qu'en Guadeloupe et à Pointe-à-Pitre qu'à Marseille. Et donc cette adaptation territoriale, me semble-t-il, fait partie du sujet. Ce n'est pas une réponse extrêmement compliquée à mettre en œuvre. Et je pense que ça permet aussi de répondre à la problématique économique. Donc, sans perdre de vue le jeu de contraintes dans lequel se situe aujourd'hui la demande de nos concitoyens par rapport au logement, je pense qu'on peut revenir à une définition qui serait une définition beaucoup plus moderne de ce qu'on attend aujourd'hui de l'habitat, du chez-soi, et puis je ne vais pas vous dire à la façon du général de Gaulle au détour des années 60, l'intendance suivra, mais il y a des réponses financières à ça. On ne peut plus démarrer par une vision qui serait uniquement celle du marché pour descendre au logement. Ce qu'on va proposer, c'est de partir du logement pour aller vers le marché. Au demeurant, et je termine là, le sujet majeur, me semble-t-il, c'est évidemment la construction neuve, mais c'est surtout la réa. C'est surtout la réhabilitation. C'est le fait que le parc est ce qu'il est. Donc comment on répond, et on va faire des propositions, comment on répond à la situation du parc tel qu'il est, sans inventer des films. Moi, j'ai géré, par exemple, quand je gérais Paris Habitat, les immeubles en briques, vous savez, de la périphérie de Paris, les HBM rouges qui font la périphérie de Paris. Moi, je suis tout à fait pour la réglementation thermique. Mais si on met une réglementation thermique non pensée dans des logements de ce type qui sont déjà tout petits, vous allez vraiment définitivement perdre la place du buffet Henri II que le couple avait fini tant bien que mal par faire monter au 4e étage. Vous n'aurez plus d'espace pour rien. Donc ça ne correspond pas à ce que veulent les gens. Il faut avoir une réponse qui s'adapterait à ça. Et si vous poussez un tout petit peu, pardon, je suis un peu provoquant, mais c'est l'intérêt du travail qu'a fait Qualitel et qu'a présenté Brice Teinturier, c'est d'essayer de pousser un peu les choses pour faire les murs, si on y arrive, voilà, faire avancer les choses. Je crois qu'il faut partir des priorités réelles des gens. Là aussi, quand je gérais Paris Habitat, la chose qui m'a le plus frappé, c'est que les personnes âgées étaient parfaitement conscientes du fait que rester dans le 4 ou 5 pièces où elles avaient élevé leurs enfants à HLM depuis 30 ans devrait justifier, mais 1000 fois, qu'elles les ménagent et qu'elles aillent dans un logement plus petit. Sauf que non. Sauf que non. Sauf que non, parce qu'elles ne veulent pas. Parce que c'est là où elles ont envie de vivre, c'est là où elles ont envie de mourir, c'est là où elles ont passé leur vie, et qu'on ne va pas envoyer les bataillons de CRS pour dire à un couple de personnes âgées que là où elles avaient leurs 4 ou 5 enfants dans un appartement de 4 ou 5 pièces, il convient à l'avenir qu'elles aillent dans un autre quartier sur un 2 pièces. C'est juste pas possible. Donc il y a un moment où ce croisement entre la réalité économique, qui est un jeu de contraintes, l'objectif sur le logement lui-même et l'aspiration des habitants doivent pouvoir se croiser. Ça s'appelle une politique du logement. On va passer aux questions dans la salle. Peut-être Pascal Chambardelot, Antoine Desbarrières, un mot chacun de conclusion avant de passer aux questions de la salle, justement. Mot de conclusion, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Pierre-André Lemas. J'ai noté que la réglementation, c'était laid. La certification, c'est beau, effectivement, contrairement à cette réglementation. Donc, je rebondis aussi sur les quelques chiffres qui nous montraient qu'il y avait 15 à 25 points d'écart finalement sur les sujets d'évolutivité des logements, sur les sujets de meublabilité, sur les sujets d'adaptation des logements au vieillissement entre les logements certifiés et ceux qui ne l'étaient pas. Donc c'est un outil qui peut être utilisé à l'issue des travaux et du rapport qui sera produit. Qualitel a été créé par l'État en 1974 justement pour ce faire, pour réguler doucement, volontairement,
Donc n'hésitez pas dans vos préconisations à faire référence à Qualitel. J'aurai un autre petit mot de conclusion. Voilà. Et puis alors sur la certification, donc je ne résiste pas aussi au plaisir de vous faire part de cette étude que nous venons de finaliser après 5 ans de dur travail, qui démontre objectivement les bénéfices de la certification en termes de qualité perçue, de qualité objective, aussi de valeur patrimoniale. Voilà, donc c'est un document qui est à disposition, bien sûr téléchargeable. Donc ça confirme effectivement que c'est un outil à utiliser sans modération. Pascal Chambard-Delot. Oui, deux petites choses. D'une part, sur le coût de construction, je pense qu'il y a des pistes, et je ne vais pas rentrer dans les détails, à explorer aujourd'hui où on peut trouver des économies assez sensibles. Pour un exemple, pourquoi faire des chapes flottantes alors que si on fait des dalles plus épaisses, ça coûte moins cher, ça utilise moins de béton, on a des très bons résultats acoustiques, voire meilleurs, on l'a prouvé. Et ça, c'est des sources d'économie, de rationalisation de structure, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Un tout petit point par rapport à Qualitel, je ne vois pas ça comme certains pourraient appeler une contrainte, quand ça nous est imposé pour ce que ressentent certains architectes ou certains maîtres d'ouvrage, mais plutôt comme quelque chose d'incitatif. Et je vois souvent des architectes qui vont me dire « oui, bon, enfin, on n'a pas besoin de ça, on sait faire ». Ben, je ne suis pas si convaincu que ça. C'est-à-dire, je pense qu'en ayant un élément de type Qualitel, on va essayer de réfléchir. On va être incité à faire justement ce qu'on dit sur les qualités de la cuisine, les qualités de l'ensemble du logement. Un tout petit point que j'ai entendu tout à l'heure encore et sur lequel je me bagarre un peu, c'est les pièces à vivre. Alors, ça fait des années que je dis, mais arrêtons sur les mots. Et la cuisine américaine. Et la cuisine américaine qui nécessiterait une beaucoup plus grande surface. Moi, je suis tout à fait d'accord pour faire des très grandes cuisines ouvertes. J'ai une énorme, j'ai une cuisine de 45 mètres carrés qui fait une pièce peut-être à vivre. Mais pour moi, je vis aussi très bien dans ma salle de bain, je vis dans ma chambre, je vis partout. Et donc, il faut arrêter avec ces mots. Et comme pour conclure sur les parties communes, j'entends encore, et dans les textes de la réglementation, les cages d'escalier. Je trouve ça absolument monstrueux. L'idée qu'on va on va rentrer dans un immeuble, on va prendre une cage d'escalier pour aller dans une cellule. Déjà, si on commence par changer les mots, on va prendre un escalier et toutes les références d'escalier, des très belles références dans les escaliers. Bien sûr, dans ce cas-là, il y a de la lumière naturelle. Et quand on va pas dans une cellule, on va dans un habitat, dans un logement, voire une maison en étage, puisque la modernité avait évoqué cette possibilité-là. Je pense que ça va dans cette direction. Et croyez-moi, tout ça, on sait le faire dans les coûts. Certains maîtres d'ouvrage, quand je travaille avec eux, ils me disent « mais oui, enfin, vous nous faites rêver, c'est bien sympathique, mais on ne rentrera pas dans l'enveloppe. » Si, on rentre dans l'enveloppe, il y a un coût, et il faut toujours rentrer dans le coût, sinon on ne construirait pas. Voilà, c'est un certain nombre de choses sur lesquelles je ne rentrerai pas. Mais merci Qualitel, en tout cas, dans sa démarche. Bertrand Bellecamp, mais pas meilleure conclusion. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vous en prie. Alors, monsieur, que j'ai vu d'abord, ensuite madame, et par ici. Ouais. Oh là là, il y a plein de questions en fait. Alors, allez-y, posez-la bien fort parce que je vais devoir la répéter pour ceux qui nous suivent en streaming. Jean-Pascal Chirac, délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Ma réflexion, c'est que je vois que dans l'étude, on n'a pas forcément fait le distinguo au niveau des habitants entre les propriétaires et les locataires. Dans l'étude, nous n'avons pas fait le distinguo entre les propriétaires et les locataires. Je poursuis. Or, 30 millions de résidences principales, 18 millions de propriétaires occupants, 12 millions de locataires, 5 millions en social, 7 millions en privé. Et si le ressenti des habitants en termes de psychisme par rapport à l'habitat est le même dans un espace de vie, la capacité d'action en termes d'investissement, en termes de réalisation de travaux est forcément différente, ce qui flèche forcément la capacité à faire croître le marché de la rénovation en termes de volumétrie. Voilà. Donc ça c'est important de le souligner dans cette étude-là, parce qu'effectivement la conclusion ou l'interprétation de l'étude pourra avoir des suites différentes. Voilà, c'est une réflexion. C'est pas une question, à moins que quelqu'un veuille peut-être, je sais pas, même Brice, ou je sais pas, si quelqu'un veut... Ou Antoine à dire un mot. Enfin, j'ai pas de réponse précise. Il faut se tourner plutôt vers Ipsos. Mais on a la distinction propriétaire-locataire. On ne l'a pas fait ressortir
je pense que c'est qu'il n'y avait pas d'écart majeur par rapport à ce qu'on observait là en l'occurrence, mais on a tous les éléments et effectivement on peut l'extrapoler si on souhaite regarder les intentions par rapport à des travaux ou autres. Ça serait une suite certainement intéressante à exploiter en termes de, encore une fois, de volumétrie de marché. Merci beaucoup pour votre remarque. Madame, bonjour. parmi les grands responsables de la bonne ou de la mauvaise qualité du logement qui est programmé puis qui est fabriqué. Pardon, quand vous parlez du panel, vous parlez du rapport que... Ah, dans le... Alors, d'accord. Alors, première question. Pourquoi Pierre-René Lemas dites-vous qu'il n'y a pas de politique, enfin que la politique de la ville, pardon, de l'habitat est un angle mort de la politique de la ville. Je vais y arriver. Vous pourriez aussi interroger Pascal Chambardelot, qui lui pense qu'il n'y a pas du tout de politique de logement. Si je ne me trompe pas, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, pour moi, il n'y a pas de logement social en France. Voilà, ça n'existe pas. Donc je ne sais pas, peut-être que tous les deux, vous pouvez répondre à cette question. Franchement, je ne sais pas répondre. Bon, merci. Voilà. Non, mais je le déplore. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant très longtemps une politique du logement, en gros l'après-guerre. Je ne sais pas si vous connaissez la phrase célèbre de l'abbé Pierre. Moi, j'étais tout petit, l'abbé Pierre m'appelait mon petit garçon. J'étais pas tout petit, j'avais 40 ans, ça me désespérait qu'il m'appelle mon petit garçon. Mais il avait une phrase qui était très belle et il disait 1 milliard de moins, 1 milliard de francs de moins pour le logement, c'est 10 milliards de plus pour les hôpitaux, les prisons et le mal-vivre. On est dans les années 50, il y avait une politique du logement quantitative. Au détour des années 80, il y a eu une politique du logement avec l'idée que la priorité devait être donnée au logement social et qu'on passait progressivement du quantitatif à du qualitatif aménagement. Pas l'intérieur du logement, l'aménagement. Et puis tout ça s'est dissous parce qu'on a fini par considérer, comme beaucoup d'éléments de politique publique, que tout ça, c'était une charge collective. Alors je vais être très sévère, mais c'est un peu comme l'hôpital. L'hôpital a fini par être considéré pendant 20 ans comme une charge collective et il fallait maîtriser l'ONDA. Au moment du Covid, on a fini par se dire, tiens, c'était peut-être un peu excessif. Et on aurait peut-être dû plus investir dans l'hôpital. Le logement, c'est pareil. Si vous regardez l'ensemble des rapports de la Cour des comptes, de l'inspection des finances, des acteurs économiques et souvent des acteurs politiques, le logement, c'est un facteur de coût. C'est 50 milliards de trop. L'APL, c'est toujours trop. L'aide au logement, c'est toujours trop. La participation financière des pouvoirs publics au logement, et y compris les aides fiscales à l'investissement privé, c'est toujours trop. Donc l'objectif, c'est toujours moins. Mais dans cette vision purement comptable, partagée par tous les gouvernements depuis 20 ans, hein, avec plus ou moins de plus et de moins, mais enfin en gros c'est la même direction, on va finir par se rendre compte, et je crois que le Covid est l'occasion de le montrer, qu'on a laissé en chemin la définition d'une politique globale du logement. Du logement à nouveau au sens large, c'est-à-dire dans une vision holistique. Le logement plus son aménagement plus l'urbain. Je ne parle pas de réformer le code de l'urbanisme, hein. Je veux dire de partir du logement et de regarder à partir d'objectifs politiques comment on peut bâtir des éléments qui soient, comme on dit maintenant, soutenables. Grégory Monod, vous demandiez s'il n'y avait pas pourquoi il n'y avait, pardon parce que je vous entendais pas très bien là, pourquoi il n'y avait pas de promoteurs, mais Grégory Monod est promoteur et représente les promoteurs. Non, il y avait les deux. Il y avait les élus et les promoteurs. Et les promoteurs, mais Mais je suis promoteur, mais il est également promoteur à Annecy. Ouais. D'ailleurs, hein, parce que le reste n'est qu'un mandat électif, mais je suis promoteur et c'est ce qui est important d'ailleurs, c'est qu'on ait toujours nos fonctions quand on est élu et qu'on est mandataire dans nos fédérations pour se rendre compte de ce qui se passe réellement sur le terrain et pas être déconnecté totalement. Alors, beaucoup de choses viennent d'être dites par Pierre-René Lemas. Je ne pourrais pas le dire
aussi bien que lui d'ailleurs, parce que je partage à 100% tout ce que vous venez de dire. En fait, on voit trop la politique du logement au travers de tableurs Excel. Voilà. Et clairement. Et les promoteurs voient aussi une opération au travers de tableurs Excel. Et on en revient toujours à la même chose. Le logement, c'est quand même le premier budget des Français. Aujourd'hui, il n'y a pas de ministre du logement. On a un ministre délégué, rattaché au ministère de la Transition écologique, je crois que c'est ça. Mais je dirais, on n'a pas de ministère régalien, et ça devrait l'être, parce que c'est un point tellement important, et ça fait des années que ça dure. Et le logement, c'est un besoin primitif. Mais pour tout le monde, je dirais pour toute espèce dans la nature, un couple d'oiseaux, la première chose qu'il fait quand il se met ensemble, c'est qu'il fait un nid. Il cherche un nid, il cherche à se loger. Et là encore, nos élus l'ont oublié et voient ça de manière beaucoup trop lointaine. Il y a un point aussi qu'on pourra aborder par rapport, parce qu'on a parlé de coûts de construction, on a parlé de construction, mais moi je parlerais de prix de revient d'opération. Aujourd'hui, le gros enjeu, il est sur le foncier. Construire moins cher, on sait faire, je suis entièrement d'accord avec vous, il y a plein de solutions. Il faut aussi qu'on disrupte par rapport à nos réglementations, par rapport aussi au fait, on a aujourd'hui le permis d'expérimenter qui existe avec, on a la chance d'avoir des assureurs aussi qui nous suivent là-dessus, parce que tout le monde disait, ouais, les assureurs ne suivront pas sur le permis d'expérimenter, mais aujourd'hui, la profession ne sort pas du cadre. Parce que dès qu'on sort du cadre, on a l'impression d'être un petit peu sans filet, et justement, donc on ne le fait pas, et ça c'est fort dommage. Le gouvernement le permettait, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites. Et donc, le prix du foncier reste quand même un point important. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a de l'enrichissement sans cause de certains propriétaires sur le foncier. Quand on dit, oui, c'est un foncier familial que j'ai depuis de génération en génération, et donc c'est la labeur des générations précédentes qui font que celui-ci a une valeur, c'est faux. C'est juste s'il est du bon côté ou du mauvais côté du trait. Donc le vrai sujet, il est là, parce que l'autre terrain qui est du mauvais côté du trait, les familles et les générations précédentes l'ont travaillé de la même manière et on suit autant pour le conserver. Donc là encore, on n'est pas forcément pour la réglementation au niveau du foncier. La régulation entre une politique totalement libérale sur le foncier, comme c'est le cas actuellement, et une régulation, il y a peut-être quelque chose à trouver. Aujourd'hui, quand une collectivité locale vend un foncier, elle devrait le vendre à prix convenu. Parce que là aussi, on a des enchères qui sont faites systématiquement sur les zones d'aménagement concerté ou sur les secteurs d'aménagement public. Et c'est pas normal. La collectivité, elle devrait montrer cet exemple-là, produire justement, amener une offre différente qui permettrait justement d'avoir un logement plus qualitatif à un prix plus abordable. Pascal Chambardelot. Oui, juste par rapport à ça, on a aujourd'hui des procédures, ce que les OFS, les Offices fonciers solidaires, qui permettent de séparer le foncier du bâti, ce que les pays scandinaves ou l'Angleterre fait déjà depuis très longtemps, et ce qui permettrait de stabiliser cette question, effectivement, totalement injuste du foncier. Un tout petit point par rapport à une des questions qui était posée sur le logement. Alors, je rappellerai 2-3 points, puisque Pierre-René parlait de l'Abbé Pierre. Je vous incite à lire ou relire le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, qui découpe la population française. Alors, découper la population française, peut-être pas le bon terme, mais avec un classement en 10 parties. Donc, vous avez une dizaine de décans. Et les 2 premiers ne peuvent pas avoir accès actuellement au logement même social. C'est-à-dire le logement social en France touche plutôt les classes moyennes que les plus modestes. Je rappellerai que 14% de la population française vit complètement en dessous du seuil de pauvreté et on a un état d'insalubrité dans le logement. 2 petites choses. Les gens qui disent pendant le confinement, restez chez vous. Ah oui, mais quel chez moi? Est-ce que j'ai un chez moi? C'est déjà une question. Et dans ce sens-là, je rappellerai dans la Constitution française, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1. En gros, tous les hommes naissent et vivent libres et égaux en droit dans la dignité. Et puis un autre élément, c'est le droit au logement. Donc quand je superpose les deux, je me pose une petite question aujourd'hui. Et là, effectivement, les politiques ne sont pas là aujourd'hui. C'est dommage, peut-être, mais Pierre-René les a beaucoup côtoyés. Ouais. Et il y a certainement un effort à faire de ce côté-là. C'est indispensable. Je précise par rapport à votre question. Vous dites pourquoi il n'y a pas de politique? Parce que c'était vraiment... je parle sous votre contrôle, Bertrand, mais il ne s'agissait surtout pas, justement, de créer ici un débat politique, voire polémique, mais de présenter ce baromètre et d'en tirer des enseignements avec les personnes qui nous
semblait les plus à même dans différents secteurs d'analyser ces résultats. Donc c'était totalement volontaire en fait de pas, je parle sous votre contrôle, hein, mais de pas créer justement un débat politique. Voilà. Question par ici. Oui, Christian Pesset, RMC, émission Votre Maison et Renault Info Maison. Alors, à travers cette étude qui est extrêmement intéressante, moi j'entends logement égale appartement. Parce qu'il n'a été essentiellement question d'immeubles, de logements non aménageables, parce que justement bloqués dans du bâti. Alors j'aimerais avoir un éclairage sur l'habitat individuel, avec certainement des réactions qui sont très différentes de celles peut-être qu'on vient d'enregistrer, ou alors c'est que celles-ci sont... Les réactions négatives sont encore plus importantes si on mettait à part l'habitat individuel, parce que l'habitat individuel, si autant de gens aspirent à y aller, avec le problème foncier que vous décriviez, c'est quand même bien, pardonnez-moi, mais parce que les immeubles que vous avez bâtis sont pas bien habitables. Donc ça veut dire, quelles sont les solutions? Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce qu'on va vers aussi de l'extension de l'habitat individuel, c'est-à-dire les possibilités de modularité? Finalement, les petits oiseaux font aussi recette par rapport au nid qui était évoqué. Alors, appartement versus maison, hein, je crois, Grégory Monod, il ne s'agit pas d'ailleurs d'opposer l'un à l'autre. On a vu dans le baromètre que 58% des Français aspirent à vivre dans une maison. D'ailleurs, on ne sait pas si l'inverse est vrai, parce que il y a des gens qui habitent dans des maisons qui aspirent à vivre dans des appartements. Et la maison individuelle reste ou pas l'habitat par excellence? Je suis très content de cette question. Parce qu'en fait, chez nous, au Pôle Habitat, 70% de nos adhérents sont des constructeurs de maisons individuelles. Moi, j'ai cette casquette de promoteur de par mon métier, mais le socle de nos adhérents réalise majoritairement à peu près 60% de ce qui est réalisé en maison individuelle dans le cadre du contrat de construction de maisons individuelles. J'avais noté une conclusion et j'ai pas eu le temps tout à l'heure de la dire, mais qui va aller dans votre sens quand on dit qu'il fallait qu'on arrête d'opposer, arrêter de cliver. C'est pour ça qu'on parlait plus de logement collectif là que de maison individuelle. La maison individuelle reste le logement familial par excellence. Il faut le dire haut et fort. Aujourd'hui, c'est l'aspiration des Français. On l'a vu dans les études qui étaient faites. Et ça reste le logement le moins cher au mètre carré. Aujourd'hui, il est clair que la promotion immobilière est dans l'incapacité de produire des logements familiaux. On n'y arrive pas. Je rejoins tout à fait votre analyse. Aujourd'hui, la granulométrie, la typologie, alors là encore, j'utilise des termes peut-être un petit peu trop issus de tableur Excel, mais en tout cas, dans la typologie de logements qu'on peut construire dans la promotion immobilière, on a majoritairement des logements non familiaux. Hein, c'est du T2, c'est du T3, donc ils ne répondent pas forcément aux attentes de ces familles qu'on a besoin de loger. Pourquoi il y a une aspiration à aller vers la maison individuelle? Je l'ai dit, parce qu'elle est moins chère. Le foncier en général sur lequel on construit a été aménagé dans des secteurs en première couronne, voire en deuxième couronne, ou dans ces secteurs dits ruraux, avec des coûts de foncier qui sont moins élevés, mais aussi des coûts de construction qui défient toute concurrence. Pourquoi? Parce que la réglementation n'est pas la même. Souvent, on ne va pas avoir de sous-sol sur une maison individuelle. On va la construire de plein pied, donc on n'a pas la même adaptation au sol. Ensuite, on n'a pas les mêmes contraintes liées au fait que nous soyons dans un immeuble collectif. Ensuite, on n'a pas les mêmes modes constructifs. Aujourd'hui, sur la maison individuelle, on a des modes constructifs peut-être plus, historiques, plus anciens, mais qui sont plus abordables, sur lesquels on trouve une typologie d'entreprise qui est une typologie justement d'artisans que l'on a sur l'ensemble des territoires et donc qui ont des coûts aussi moins élevés. Donc la maison individuelle reste le logement familial par excellence, j'insiste vraiment là-dessus et je vous rejoins tout à fait. Et en plus, on a la capacité de la faire évoluer. J'agrandis et je loue. Aujourd'hui, c'est possible. Hein. On a des gens qui agrandissent leur maison pour la louer. J'agrandis pour faire du maintien à domicile avec une maison qui était auparavant sur plusieurs niveaux. Je la fais de plein pied. Et avec la domotique, aujourd'hui, on a les capacités aussi d'avoir ce maintien à domicile. Il y a un sujet qui avait été abordé dans le cadre de l'étude BIMBI à l'époque, sur « je construis dans mon jardin ». Et la problématique qu'on pouvait rencontrer souvent, on se heurtait à des problématiques réglementaires.
Aujourd'hui, dans un lotissement, eh ben, j'ai mes 4 mètres d'un côté, mes 4 mètres de l'autre, ça fait que je mets mes maisons à 8 mètres, mais je ne peux pas justement aller chercher de la constructibilité sur quelque chose qui existe déjà ou aller agrandir mes maisons à cause de ça. Et là aussi, la problématique qu'on rencontre sur le terrain, c'est les PLU, c'est les règlements de lotissement qui aujourd'hui sont ad vitam. On ne peut pas revenir sur un règlement de lotissement, à moins qu'il y ait une modification de celui-ci, mais pourquoi le règlement ne peut pas évoluer comme le PLU évolue d'année, des décennies en décennies, plutôt sur un PLU, mais pourquoi on ne peut pas le faire? Donc voilà, toutes ces contraintes-là empêchent aussi cette possibilité d'évolution. Mais je suis très content que vous ayez posé la question de la maison, parce que c'est vrai que c'est une aspiration. Aujourd'hui, on est en train de dire la maison, on n'en veut plus. La maison, on parle de zéro artificialisation nette des sols, mais là, on rentre dans un sujet assez épineux. Nous, on parle plutôt de sobriété foncière. Aujourd'hui, on sait densifier au travers de la maison et on sait être sobre sur le foncier avec ce type d'habitat. Brice, tu veux compléter quelque chose? Brice, le micro est juste à ta gauche. Ah. Je voudrais préciser que bien évidemment dans l'échantillon nous avons des habitants de maisons et pas uniquement d'appartements, tout comme nous avons des propriétaires et des locataires. L'échantillon est un échantillon représentatif de la population française. Alors on a mis parfois un coup de projecteur sur le tri auprès des habitants d'appartements. Je vous donne un exemple. Là, effectivement, à un moment donné, par exemple, je disais dans ma cuisine, je n'ai pas suffisamment de place pour des poubelles de tri sélectif, 50% sur l'ensemble de la population, et ça monte à 62% chez ceux qui vivent en appartement. Ce qui veut dire aussi que c'est beaucoup plus bas, puisque la moyenne est à 50 chez ceux qui vivent dans la maison. Donc, ne vous imaginez surtout pas qu'il n'y aurait pas dans l'échantillon des résidents ou des habitants de maisons individuelles. Évidemment qu'ils sont là. On a mis en exergue un certain nombre de résultats, Marie vient de le rappeler, sur le désir des Français de vivre en maison individuelle. Et toutes les données ensuite comparatives, appartement versus maison, sont possibles, puisque, encore une fois, on a la base de données complète. Mais on ne peut pas présenter sur autant de questions et autant de variables dans un laps de temps réduit à chaque fois les oppositions maison-appartement, et ce n'était pas le but. J'ajoute que c'est surtout que la conquête de l'espace est moins un enjeu pour la maison que pour l'appartement, clairement. Et donc sont ressortis ici justement les sujets sur lesquels il y avait des vrais questionnements. Pascal Chambordelot, après on prendra peut-être encore une question. Oui, je vais essayer d'être assez court. D'une part, la question de l'habitat individuel avec un étalement du territoire, l'étalement des constructions sur le territoire nous pose un vrai problème. Donc on va rechercher dans le cadre d'un habitat individuel, et je ne suis absolument pas contre, bien au contraire, une certaine densification, ce qu'on appelle l'habitat individuel dense, permettant à chacun d'avoir une certaine individualité, tout en ayant peut-être des espaces partagés de type ruelle. Mais une question sur la maison qui représente plus que la moitié de l'habitat en France, largement. Si on me pose la question en tant qu'architecte, je suis un petit peu mal à l'aise. Autant quand je fais de l'habitat individuel groupé, j'en ai fait plusieurs fois et effectivement je suis missionné pour ça. Je rappellerai simplement que dans l'habitat individuel, 95% se fait sans architecte, avec une qualité qui est parfois discutable. Donc je pense, y compris sur la question de la forme, de l'usage, et que le coût de l'architecte est complètement faux sur ça. Et je pense qu'il y a une vraie démarche à faire ensemble. Je n'ai rien contre les maîtres d'ouvrage. Je préciserai que j'ai été pendant 3 ans président de l'association Architecture et Maîtres d'ouvrage. Donc j'incite à un dialogue là-dessus. Et dans le cadre d'un dialogue, on pourrait effectivement amener un certain nombre d'améliorations sur l'habitat individuel plutôt dense. On va prendre encore 3 questions. Monsieur, madame, monsieur. René Gambard, Fédération Sinov. J'ai observé, d'abord merci pour tous ces résultats qui confortent effectivement ce que chacun a pu ressentir dans son coin. Tout à l'heure, vous avez indiqué que l'aspiration en surface des Français commençait à se satisfaire aux alentours de 60 ans quand les enfants étaient partis et que finalement on récupère les 2 chambres de trop et qu'on en est très content. Et puis vous avez dit il faut partir de l'habitant. Et puis nous avons dit, parce que je m'associe à la réflexion, il faut un habitat évolutif et il faudrait que les gens acceptent de partir de leur logement quand les enfants en sont partis également. Mais là il y a une contradiction et je trouve qu'il faudrait qu'on y réfléchisse parce que c'est un peu comme l'espace de coworking, ça pourrait ressembler à une fausse bonne solution. Et j'ai pas de solution là-dessus, mais j'ai un peu interpellé. Et je voulais apporter aussi un témoignage quand vous dites qu'il faut arrêter d'avoir une politique publique de comptable. Moi, j'aimerais qu'on ait une politique publique de comptable parce que je vais prendre juste un petit confetti. Ce
celui de l'acoustique que je connais, le reste je ne connais pas vraiment. Je me tiendrai à la disposition de qui voudra pour avoir plus de précision, mais je n'ai pas le temps de développer les chiffres. Mais le rapport EY de 2016 chiffre à 31 milliards d'euros par an le surcoût pour les Français lié à la mauvaise acoustique des logements. Un autre rapport, celui de Beauvais de 2015, chiffre à 2,5 milliards d'euros l'investissement pour réduire les points noirs de bruit, c'est-à-dire les logements très mal insonorisés en bordure de voies très bruyantes. D'un côté, on a 2,5 milliards une seule fois. D'un autre côté, on a 1 million de Français insonorisés, c'est-à-dire 10% de ceux qui génèrent les 31 milliards. Faites le calcul. Moi, je voudrais bien qu'on soit comptable, pour de vrais comptables, et non pas de la fausse comptabilité en ne prenant jamais qu'une seule colonne. Non, mais je vous le signale, parce que comme vous allez produire un rapport, n'oubliez pas les externalités. Quelqu'un veut réagir? Il n'y avait pas vraiment de questions. Pas vraiment. Non? Mais est-ce que vous attendez quand même une réponse? Un peu sur l'adaptabilité, parce que si on cherche des solutions extravagantes sur comment réduire le nombre de pièces, alors que les gens ne veulent pas réduire leur nombre de pièces, c'était le témoignage apporté. Pierre-René, peut-être un mot, puisque c'est vous qui avez abordé cette question de... Un mot rapide? Le mot rapide, c'est que je partage votre réflexion. Il ne faut jamais chercher de solutions extravagantes qui ne correspondraient pas à ce que les gens ont envie de faire. Quand j'évoquais tout à l'heure les personnes âgées qui, à un certain moment, au fond, sont très contents d'avoir 2 pièces de plus, tout en le déplorant, c'est-à-dire en disant elles-mêmes, effectivement, ce serait peut-être mieux si je déménageais, voilà. Elles n'ont pas envie de déménager. Donc il faut partir du réel quand même, c'est-à-dire il faut partir des habitants, et je pense comme vous que c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Vous savez, c'est comme l'idée qui a été très à la mode à une certaine époque et dont tout le monde est revenu, consistant à dire si on limitait l'accès au HLM aux gens très pauvres. Alors on fait partir ceux qui sont les plus riches des pauvres par le haut pour faire venir les plus pauvres des pauvres. En réalité, ça marche pas. Ça n'a pas marché. Que les gens qui sont les plus aisés parmi les plus défavorisés payent un surloyer, bien sûr. Mais qu'on espère créer de la mobilité à l'intérieur du parc HLM en faisant partir ceux qui ont un peu plus d'argent, on sait bien que c'est pas la bonne réponse pour faire venir les gens qui en gagnent beaucoup moins. Monsieur et puis madame, et on s'arrêtera là. Oui. Madame? Vous avez le droit de retirer votre masque 20 secondes. Comment pousser les murs, ouais. Je résume pour ceux qui n'ont pas forcément entendu ou ceux qui nous suivent sur le site de Qualitel. On veut absolument trouver de l'espace, pousser les murs, etc. Alors qu'il y a dans beaucoup de villes de France beaucoup de logements vacants, de l'espace et qui n'est pas utilisé comme il pourrait l'être alors qu'on dépense des milliards pour... Antoine Desbarrières, vous voulez répondre à ça? Oui, juste pour dire que... c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps par l'État, puisqu'il y a une agence qui a été créée pour ce faire, qui est l'Agence nationale de la cohésion du territoire, qui est placée sous la direction du préfet Roland Mouchel-Blaiseau, et qui porte les plans Action Cœur de Ville, les plans sur les petites villes, et dont l'objet, effectivement, est d'essayer de redynamiser ces villes situées entre 20 et 80 000 habitants, moins de 20 000 habitants, et de faire venir les habitants dans ces appartements, dans ces maisons de ville. Voilà, donc le sujet est en cours et il se trouve que j'ai échangé hier avec ce préfet pour voir dans quelle mesure Qualitel pouvait jouer un rôle aussi pour l'aider à valoriser en fait ces logements qui répondent vraiment aux besoins des Français. Donc la question est très bonne, mais il y a des réponses qui sont en train de se mettre en place. On est après sur des projets
de longue haleine, hein, très longue haleine. Est-ce que ça donne des résultats pour le moment ? Nous, sur le terrain, objectivement, on n'a pas le sentiment que ça donne du résultat. Pourquoi ? Déjà parce que la complexité pour monter des dossiers, moi j'ai 2 adhérents qui m'ont dit sur Vichy qui est plutôt une ville donc qui faisait partie des 222 communes Action Cœur de Ville, pour la collectivité, pour pouvoir monter les dossiers, pour pouvoir prétendre à ce qu'un immeuble rentre dans le cadre de ce type de financement, ben, je dirais ça a freiné quand même pas mal les élus. Et lui, typiquement, il m'a dit, moi sur cette ville, sur cette commune de Vichy, j'étais prêt à aller faire une rénovation, à créer des logements familiaux et autres, mais c'était trop compliqué pour qu'on puisse aller au bout. Alors là encore, c'est un dispositif qui a 1 an et demi, 2 ans, moins 2 ans avec le confinement au milieu de tout cela. Donc il faudrait qu'on puisse quand même l'objectiver, je pense, laisser un petit peu de temps au temps par rapport à la production. Et puis, après, qu'est-ce qui est réellement mobilisable ? Parce que quand on parle de logements vacances, c'est vrai, il y a des logements vacants sur certains territoires, mais si on regarde les sources INSEE sur certains types de logements vacants, en fait, il y a des logements qui sont considérés comme des logements, mais qui ne sont plus des logements depuis l'après-guerre, qui n'ont pas été utilisés pour certains dans certaines campagnes, mais dont la destination n'a pas été changée et qu'on considère comme des logements vacants. Demain, rénover ces logements-là a un coût tel qu'on sera dans l'incapacité de le faire, en tout cas dans un prix soutenable pour les occupants. Et puis après, il y a aussi l'aspiration, hein, on l'a vu, de ce que veulent les occupants au niveau du logement. Est-ce que d'un logement rénové, on arrive à en faire un logement où on a des surfaces extérieures suffisantes, qui soient adaptées à une volonté aussi de pouvoir avoir des balcons ou autres en fonction d'un style, en fonction de l'architecture d'un quartier autre. C'est pas toujours si facile que ça. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est une pierre à l'édifice dans le besoin en termes de logement, mais ça ne doit pas être la seule et l'unique solution. Mais en tout cas, sur le terrain, c'est pas forcément quelque chose qui est facilement et rapidement mis en œuvre. Dernière question, monsieur. Est-ce que le fait que les habitants ne soient pas au centre de la réflexion, c'est ça que vous dites ? Oui. Lié à un défaut de formation des architectes. Alors ça, c'est vous, Pascal, qui pouvez répondre à ça. Je ne peux pas ne pas répondre, bien sûr, sur cette question-là. C'est un petit peu comme sur les petites villes dans lesquelles on va essayer de pouvoir faire de nouveaux logements, ou rénovations. C'est quelque chose qui évolue. La formation dans les écoles d'architecture aujourd'hui intègre cette notion, en tout cas de mon côté. Je suis à l'école de Paris-Belleville et c'est pas la seule qui fait ça. Il y a une formation pour tout ce qui est participatif, apprendre à écouter. Il y a des méthodes qui étaient jusqu'à présent assez peu connues. Alors soit ça se fait en équipe, on apprend à travailler en équipe, architecte, sociologue et puis animateur, ou d'autres. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que je forme aussi. Et je suis loin d'être le seul, pour que le dialogue puisse exister aussi bien à l'échelle de l'habitat individuel, de petites opérations, ce qu'on appelle les opérations d'habitat participatif, qu'à l'échelle urbaine. Je rappelle que dans la loi SRU, qui avait été mise en place par Jospin, il y a cette obligation pour les PLU de concertation. Ça a été difficile pour avoir eu l'occasion de faire des PLU, c'était pas dans la culture, et c'est en train de bouger de ce côté-là. Il y a encore des efforts à faire, mais je dirais que la dynamique est en place. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous pour l'analyse de ce baromètre Qualitel 2020. Merci beaucoup Brice Teinturier et vos camarades d'Ipsos d'avoir brillamment exposé donc les résultats de cette année. Je remercie Sandrine Louis. Merci beaucoup Sandrine aussi de ta confiance. Et merci à nos amis de l'image et du son, car sans image et sans son, il n'y avait pas de présentation Qualitel ce matin. Merci à vous tous d'avoir été là, ici, avec nous. C'est important et je sais que c'est pas forcément facile. Et merci à vous tous qui nous avez suivis sur le site de Qualitel. À bientôt. Merci.